Salut à tous les amis, c'est Mr. Fox. L'année 2017 s'achève et avec elle s'achève une année assez intéressante d'un point de vue cinéma. Il y avait du bon, il y avait du moins bon et on va revenir un petit peu là-dessus dans une grosse vidéo chapitrée puisque c'est globalement ce que vous avez demandé quand j'ai posé la question à la rentrée. Donc, installez-vous tranquillement, allez vous chercher une bière ou un soda, une part de pizza, posez-vous tranquillement dans votre siège, dans votre canapé, etc. et revenons tranquillement entre nous sur cette année 2017. Alors l'année dernière j'avais pas fait de vidéo comme ça parce que je me disais que c'était moyen de faire un top des meilleurs films quand on en a vu que 20. Ça me paraissait pas très légitime. Du coup cette année j'ai corrigé l'erreur, je suis allé voir 65 films. 65 films donc sortis en 2017. Alors comparé à d'autres collègues ça fait pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup mieux que l'an dernier, et puis ça me paraît suffisant pour faire au moins un petit classement un peu intéressant. Alors cette vidéo va être découpée en plusieurs chapitres. Dans un premier temps je vais vous parler très rapidement, promis, de quelques films que j'ai pas vus mais sur lesquels j'aimerais m'arrêter. Ensuite on parlera des bonnes surprises de cette année, les films dont je n'attendais rien et qui finalement m'ont plu. Pour rester dans le même ordre d'idées, on parlera ensuite des déceptions, les films dont j'attendais peut-être trop, des films qui objectivement parfois sont bons, hein, mais qui restent malgré tout des déceptions. On poursuivra avec le flop film, les pires films que j'ai pu voir cette année, et en toute logique on terminera avec le top film, les meilleurs films que j'ai pu voir cette année. Donc sans perdre davantage de temps, parlons de quelques films que je n'ai pas vus. Alors oui, c'est clair que là, comme ça, de but en blanc, on peut se dire que c'est débile de parler de films qu'on n'a pas vus. Qu'est-ce que tu veux dire? À part que t'aurais bien aimé les voir. Ou pas d'ailleurs, que t'aurais pas aimé les voir. Par exemple, je pourrais vous dire que je suis deg d'avoir loupé Au revoir là-haut. Tout le monde m'en a dit que du bien, et le jour où j'ai voulu aller le voir, eh ben, il n'y avait pas de séance ce jour-là, et c'était la dernière semaine, donc je l'ai eu dans l'os, et je suis très triste. Mais en soi, c'est pas très intéressant. Alors de quel film pourrais-je vous parler? Eh ben, par exemple, j'aimerais vous parler très rapidement de Moonlight. Moonlight, j'en ai entendu que du bien, c'est le film, pour ceux qui n'ont pas vu, qui a gagné l'Oscar du meilleur film 2017, même si c'était un peu confus. Et je ne doute pas qu'il va apparaître dans plusieurs tops de fin d'année. Et la question que je me pose moi, c'est est-ce qu'il mérite vraiment d'être dans ces tops, et est-ce que ce n'est pas un film à Oscar comme tant d'autres avant lui? Parce que rappelez-vous, l'an dernier, celui qui a gagné l'Oscar du meilleur film, c'était Spotlight. Mais si, vous savez, Spotlight, la grande enquête de journalistes qui découvrent qu'il y a des prêtres pédophiles, oh là là, c'est incroyable, c'est poignant, c'est captivant, et qui aujourd'hui s'intéresse encore à Spotlight? Très sincèrement, hein, depuis la cérémonie des Oscars, je n'ai entendu personne ne me parler du film. Je sais pas si c'est très français. Personne ne m'a parlé du film depuis les Oscars, très sincèrement. Même pas un petit « ouais, j'ai acheté Spotlight en DVD », donc rien que dalle. Alors que Mad Max Fury Road, il se passe pas un jour sans que j'en entende parler quelque part. Enfin bref, je vais pas ruminer ma haine et ma hargne pendant 10 ans, j'ai juste un peu le sang. Et la question que je me pose avec Moonlight, c'est est-ce que c'est lui aussi un autre film à Oscar que tout le monde aura oublié l'an prochain, ou est-ce que c'est vraiment un film digne d'intérêt sur lequel il faudrait que je me pose? Non, je vous dis ça parce que j'ai maté cette année 12 Years a Slave et Dallas Buyers Club, qui étaient deux bons gros films à Oscar de 2015. Et c'était des bons films, clairement, je veux dire, les films auxquels on donne des Oscars sont généralement des bons films, mais je m'en souviens déjà plus, quoi. Il n'y a rien de fondamentalement incroyable dans ces deux films, et la question que je me pose, c'est est-ce que Moonlight est lui aussi un de ces films à Oscar qui sont juste bons, juste très bons, et qui sont arrivés au bon endroit au bon moment, ou est-ce que c'est vraiment un film intéressant, poignant, qui mérite que je m'y intéresse? La formulation est peut-être pas géniale, ça donne un côté « est-ce que ce film mérite vraiment que je pose mes yeux dessus ?» C'est pas l'idée, ce que j'essaye de vous dire, c'est est-ce que Moonlight va rester? Je finirai par le voir de toute manière, Moonlight, j'ai bien vu 12 Years a Slave, mais est-ce que c'est un film qui va rester? Sinon, j'aurais bien aimé voir Mother, le nouveau Aronofsky. J'ai entendu des gens m'en dire du bien et j'ai entendu des gens m'en dire du mal, donc je sais pas trop qui croire. Moi de base, j'aime bien Aronofsky, j'aime bien Black Swan et j'ai bien aimé Requiem for a Dream. Mais du coup, je sais pas quoi penser de Mother. Jennifer Lawrence me sort un peu par les yeux, je vais pas vous mentir, mais je suis quand même curieux. J'aurais bien aimé aussi voir ça, le film d'horreur Ça,
J'ai été pas mal rebuté à l'idée de le voir en salle parce que vous n'êtes pas sans savoir que le public des films d'horreur en salle, et particulièrement en zone urbaine, c'est parfois un peu compliqué. On a toujours un peu peur de tomber sur des gros connards qui te gâchent ta séance. Et là, c'est le retour du Mr. Fox passion misanthropie du dimanche. Mais voilà, j'aurais bien aimé le voir. Pareil, je finirai par le voir, c'est très probable, mais j'ai peur que ça me fasse pas la même chose chez moi en slip, en DVD, que au cinéma. Mais surtout, le truc dont je voulais vous parler, et pour lequel j'ai créé cette section, on va pas se mentir, hein, le reste c'est de l'enrobage, mais j'avais quand même envie de vous parler de ça, c'est que je ne suis pas allé voir Thor 3, ni Justice League, ni Spider-Man Homecoming, ni Les Gardiens de la Galaxie 2, et ni Suicide Squad, et ni Doctor Strange, et ni Civil War, enfin voilà. J'en ai déjà parlé un petit peu sur Twitter, donc les gens qui me suivent là-bas savent déjà de quoi je vais parler, mais je comprends pas. Je vous comprends pas. Oui, c'est de toi que je parle. Je ne te comprends pas, toi, spectateur. Quand je discute avec vous, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, dans les commentaires des vidéos, quand on fait des lives, quand on fait des rencontres dans des salons ou que sais-je, à chaque fois que je discute de cinéma avec vous, vous me dites « Oh, les films de super-héros, il y en a marre. C'est toujours la même chose de manière à peine déguisée, c'est un schéma narratif qui se reproduit ad vitam aeternam, leur idée de cinématique univers étendu me sort par les yeux, ça enterre tous les produits originaux, les studios hollywoodiens n'aiment plus prendre de risques, ils enterrent les nouveaux projets un tant soit peu originaux pour déterrer des nouvelles licences de super-héros, j'en ai plein le cul, etc. » Vous avez un discours quasi unanime là-dessus. Vous en avez tous marre des films de super-héros. Et vous allez les voir. Sérieusement. J'ai dans mes contacts des cinéphiles avertis, érudits même, oserais-je le dire, des cinéphiles qui sont souvent acerbes et acides vis-à-vis du système hollywoodien, des gens qui vraiment justement sont exactement dans ce dialogue-là, dans ce discours-là, et qui vont quand même les voir. Merde! Vous trouvez pas que c'est contradictoire comme discours? Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté faites ce que je dis, pas ce que je fais? Le meilleur moyen de remettre en question un système, c'est de ne pas l'engraisser, c'est de ne pas faire tourner la machine. Et là, vous pouvez dire sur les réseaux sociaux autant que vous voulez que les films de super-héros ça vous casse les couilles. Si vous allez les voir pour les gros studios, le résultat est le même. Je veux pas avoir l'air d'être un donneur de leçons, c'est pas l'idée, mais je ne comprends pas comment on peut dire tout haut en permanence que les films de super-héros on en a marre et y aller. En plus, à chaque fois avec une excuse bidon. Ouais, mais Thor 3, c'est une déconstruction, c'est une démystification, il se moque de Thor. Oh là là, c'est ultra novateur. Oui, mais les Gardiens de la Galaxie, c'est pas pareil, c'est quand même une licence fraîche, une prise de risque, et puis les personnages sont attachants. Oh là là, c'est novateur aussi. Oui, mais Spider-Man Homecoming, pour une fois, c'est pas une origin stories, et puis c'est un clin d'œil au film de John Hughes, etc. Et mon cul sur la commode. Soyons clairs, si vous voulez kiffer les films de super-héros, faites-vous plaisir, y a pas de souci, mais venez pas vous plaindre après qu'il n'y a que ça. Alors je dis pas qu'il faut se priver entièrement de films de super-héros, et moi-même je suis allé voir des films cette année, je suis allé voir Logan, et je suis allé voir Wonder Woman. Wonder Woman j'ai regretté parce qu'au final, ça a beau être un film important dans la mesure où effectivement c'est une femme réalisateur qui réalise un film où l'héroïne est une femme forte et assumée, il n'empêche que c'est la structure narrative d'un blockbuster lambda et que c'est pas spécialement joli et que c'est pas spécialement bien réalisé. Oulala, la logorée verbale qui ne mène nulle part, on va essayer d'y mettre un terme rapidement. Perso, les films de super-héros, je commence à en avoir plein le cul et c'est pas nouveau, et en plus des films de super-héros, maintenant il faut se taper des séries de super-héros, et j'avoue que j'en ai un peu marre. Mais du coup, je ne vais pas les voir. Et si vous voulez, vous aussi, que l'horizon des films de studio change un peu, et faut faire pareil. Je dis pas qu'il faut entièrement se priver de ces films, je veux dire, vous pouvez les acheter ou même les télécharger, je m'en fous, quand ils sortent en DVD, parce que les revenus des studios sur les ventes vidéo sont minimes. Faites-le, en soi, c'est pas très important. Mais voilà, à un moment, faut avoir un discours logique, et ce discours logique, c'est ne pas aller voir des films de super-héros au cinéma si on veut en voir moins sur les écrans. Je pense que JMDO apparenterait ça à la dissonance cognitive des carnistes, en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le rapport entre le système hollywoodien qui en permanence brasse des licences de super-héros et nous qui prenons un billet pour aller voir Thor 3. Bref, voilà, c'est la fin de Mr. Fox donne des leçons, Mr. Fox l'hôpital qui se fout de la charité, etc.
Parlons un petit peu des bonnes surprises de cette année. Alors j'en ai déjà parlé massivement sur Twitter au moment de sa sortie, mais j'aimerais revenir quelques instants sur le film Death Note de Netflix. Et oui, je le mets dans bonne surprise parce que au moment où il est sorti, tout le monde m'a vendu ça comme le nouveau Dragon Ball Evolution. Oui, c'est un scandale, Hollywood a ruiné Death Note, les Américains ils pigent vraiment rien au manga, c'est nul, etc. Bon, on va essayer de retemporiser un petit peu tout ça avec un petit peu de recul. D'abord, il faudrait arrêter de croire que les Américains aiment moins les mangas que nous. Je pense qu'on tire ça du fait qu'on était là avant, parce que c'est vrai que nous, on s'intéresse au manga depuis la fin des années 80, début des années 90, alors que les États-Unis ne s'y intéressent que depuis, en gros, la fin des années 90, début des années 2000. Je schématise, hein, mais c'est pour que vous ayez une vue d'ensemble. Donc on tire une certaine vanité du fait que nous, on aime plus les mangas que les ricains, alors que non, à partir du moment où t'as importé une œuvre, il y a tout autant, je vais y arriver, tout autant de chances qu'un peuple, qu'un public aime une œuvre que toi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre raison. Et je pense très sincèrement, quand je vois le film Death Note de Netflix, que le réalisateur, le scénariste et les gens qui sont à l'origine du projet aiment Death Note. Clairement. Je veux dire, c'est pas comme si Death Note était au cœur de l'actualité, c'est un manga qui a 10 ans. Revenir sur ce manga-là 10 ans plus tard, c'est clairement pas vouloir surfer sur un succès. C'est qu'on a apprécié l'œuvre d'origine et qu'on a envie de se la réapproprier. Et c'est exactement ce qu'a fait le réalisateur de Death Note, il se l'est réapproprié. Alors au moment de la sortie du film, j'en ai dit du bien, j'ai dit que franchement c'était un film plutôt correct, etc. Avec le recul, c'est vrai qu'il est franchement moyen. Mais c'est pas un mauvais film. Je trouve pas que ce soit un mauvais film, je pense que c'est juste un film moyen. Il y a des bonnes idées, je trouve notamment que la manière d'utiliser la relation entre Light et Misa est intéressante. Je trouve aussi que William Dafoe est un excellent Ryuk. Ryuk est un mauvais Ryuk, mais William Dafoe est un excellent Ryuk. J'aime beaucoup elle également dans la première partie du film. Dans la deuxième partie, il le ruine complètement. Après voilà, il est pas exemple de défaut. Il y a des énormes trous dans le scénario. Watari, voilà, juste Watari, je pense que ça suffit à schématiser, est-ce que je vais trouver un mot? Résumer les problèmes du film, et notamment les trous de scénario. Mais il y a quand même une photo, il y a quand même une musique, je veux dire, c'est pas un film lambda, c'est pas Dragon Ball Evolution. Je suis désolé, arrêtez de dire que c'est Dragon Ball Evolution. Et puis arrêtez de dire que Death Note Netflix ruine Death Note, ça, j'en ai plein le cul de ce oh mon dieu, ça ruine la licence. Non! C'est pas parce qu'un film a été fait sur un univers et que ce film est mauvais que l'univers est ruiné. Death Note le manga et Death Note l'animé continuent d'exister et leur aura n'est en rien bousculée par la sortie du film Netflix. Et le meilleur exemple de ça, c'est Dragon Ball Evolution. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est sorti que Dragon Ball cesse d'être une œuvre phare culturelle. Donc non, le Death Note de Netflix ne ruine pas Death Note, clairement pas. C'est pas un super bon film, c'est pas le film de l'année, c'est même pas la meilleure adaptation de manga de l'année, parce que je trouve que Ghost in the Shell fait un meilleur taf à ce niveau. Je trouve que Ghost in the Shell est un meilleur film que Death Note Netflix. Non, faut arrêter de déconner, je veux dire, c'est pas Dragon Ball Evolution. C'est pas Dragon Ball Evolution. Bon, sinon, niveau bonne surprise, j'ai aussi vu Un jour dans la vie de Billy Lynn, et en disant ça, je sais que je fais plaisir à mon camarade Guillaume Tixier, qui m'a fait découvrir le film. Un jour dans la vie de Billy Lynn, c'est le film qui est sorti en 120 FPS 3D aux États-Unis. C'est un film de Ang Lee, le réalisateur de l'Odyssée de Pi, qui a toujours été un pionnier et un curieux des nouvelles technologies. Vous savez peut-être que The Hobbit est originellement sorti en 60 FPS, même si quasiment aucune salle en France ne l'a projeté comme ça. Et Ang Lee a suivi un peu le chemin de Peter Jackson, mais en voulant pousser les choses plus loin, et donc il a tourné un film en 120 images par seconde, sachant qu'un film moyen, c'est 24 images secondes. Alors moi, je vais vous le dire tout net, hein, je déteste le 48, 50, 60 FPS, en tout cas sur les films, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir devant moi une telenovelas espagnole dégueulasse, ou un jeu vidéo, mais j'ai vraiment pas l'impression de voir un film, et ça me déconcentre, et je trouve ça moche, etc. Un peu comme les télés à la Fnac qui ont un système d'optimisation de l'image et qui eux aussi créent des images fantômes et donnent cette impression de fluidité artificielle dégueulasse.
excusez-moi. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, et j'ai vu des créateurs et des critiques que j'estime énormément chanter les louanges du 120 fps, du 60 fps, en disant que le cinéma devait évoluer techniquement, et en soi, théoriquement, je suis d'accord, même si, j'avoue que le HFR, je trouve ça moche. Bref, petite digression sans intérêt, parce qu'au final, la vie de Billie Lynn, je l'ai vu en 3D 24 fps. Mais 3D quand même. Et ben, c'est un bon film, même au-delà de son côté technique, ça reste un bon film. C'est un film assez captivant et émouvant, on va pas se mentir. Ang Lee, c'est clairement un bon film, c'est un bon réalisateur. On sent le découpage, le ciselage un petit peu des différents plans du film. Et pour le coup, je serais curieux de le voir en 120 fps, mais là, pour le coup, c'est une contradiction totale envers moi-même. Parce que d'un côté, j'aimerais le voir en 120 fps par curiosité, et de l'autre côté, je trouve quand même que le 120 fps, c'est sacrément moche. L'homme et ses contradictions, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous voulez y faire? Niveau bonne surprise, j'ai aussi vu Mise à mort du cerf sacré. C'est un film de Yorgos Lanthimos, le réalisateur de The Lobster et de Canine. J'avais beaucoup aimé The Lobster. Et j'avoue être allé voir le film sans rien en savoir. À vrai dire, je savais même pas qui y avait dans le film à part Colin Farrell, donc j'ai été très surpris de voir Nicole Kidman, mais agréablement surpris. Quand j'ai vu les premières minutes de film, je me suis dit « Oh, je vais adorer ce film ». Parce que c'est des thématiques que j'adore, c'est une intrigue qui est typiquement mon genre d'intrigue, le conflit intérieur, les choix impossibles, choisir qui on aime le plus, qui sauver, qui vivre et qui mourir, c'est typiquement des choses, mes œuvres préférées abordent ces thématiques. Des œuvres comme Battle Royale, et vraiment, en voyant le début du film, je me suis dit « Oh, je vais surkiffer ce film ». Et ce film aurait clairement pu être dans mon top 10 si Yorgos Lanthimos ne dirigeait pas ses acteurs comme il le fait. Alors je sais que c'est une volonté du réalisateur, et je dis pas que le film aurait été meilleur s'il m'écoutait moi au lieu d'en faire qu'à sa tête, mais ça m'a empêché d'apprécier pleinement le film. En gros, hein, je sais pas si je vais vous spoiler ou pas, parce que je sais pas si c'est dans la bande-annonce ou pas, mais en gros, un mec dont Colin Farrell prenait plus ou moins soin parce qu'il se sentait plus ou moins responsable d'un truc vis-à-vis de ce mec. Bref, ce mec maudit sa famille pour schématiser, lui dit en gros toute ta famille va mourir à moins que tu ne tues volontairement l'un d'entre eux. C'est typiquement le genre de choix moral que j'adore, et j'adore voir des personnages réagir confrontés à ce genre de choix. Et le film aurait tellement pu m'embarquer dans son délire si les acteurs de Yorgos Lanthimos ne jouaient pas comme ils jouent. C'est-à-dire de manière totalement détachée. Par exemple, quand ils sont en colère, ils disent « Écoute-moi bien, enfoiré, tu vas faire exactement ce que je te dis, sinon, crois-moi, je vais te tuer. Je vais énormément te tuer, tu vas mourir, parce que t'es vraiment, vraiment un sale con. Alors, on arrête. » Et quand ils sont tristes, c'est « Mon Dieu, c'est terrible. Je suis choqué. Oh là là, je vais jamais m'en remettre. » Et quand ils sont heureux, c'est « Oh là là, c'est vraiment formidable. Je suis le plus heureux des hommes, très sincèrement. » Enfin voilà, il joue comme ça. Encore une fois, c'est un choix pleinement conscient de Yorgos Lanthimos, et qui suis-je pour juger la vision du réalisateur, mais moi personnellement ça me gêne. Et je suis sûr que si les personnages s'étaient laissés aller plus qu'ils ne le font dans le film, parce qu'il y a quand même quelques moments, c'est aussi pour ça, j'imagine, qu'ils jouent aussi peu, pour que les rares moments où ils jouent vraiment soient ressentis comme des chocs, comme des électrochocs, mais je pense que j'aurais été plus embarqué dans le truc. Donc personnellement, voilà, c'est un ressenti personnel que je vous donne. J'aurais aimé être plus embarqué dans le film. Le film reste malgré tout une bonne surprise, parce que j'y suis allé sans rien en attendre véritablement. Parlons un petit peu de cinéma d'animation, et notamment Baby Boss. Baby Boss, vous devez voir Baby Boss. Baby Boss, c'est trop cool. Voilà, maintenant que ça s'est dit, contextualisons un petit peu. Quand la bande-annonce de Baby Boss est sortie, je me suis dit... Et allez, c'est le DreamWorks des mauvais jours, avec des œuvres ultra référentielles, relous, insupportables, etc., qui se basent sur un gag, etc. Et Guillaume m'a dit, non, va le voir quand même, c'est cool, etc. Et du coup, je suis allé le voir. Je fais une toute petite parenthèse par rapport à ma vidéo sur la 3D. Vous vous souvenez que des fois, on sort des films en 3D en se disant, bah, je vois pas ce que la 3D apportait. Et ben Baby Boss, je suis allé le voir en 2D en me disant, bon, la 3D va rien apporter. Ben, je suis sorti en me disant, putain, j'aurais aimé le voir en 3D. Et il est très probable que j'attende d'avoir acheté le Blu-ray 3D pour le revoir. Fin de la parenthèse, Baby Boss, c'est trop bien. J'y suis allé à reculons, vraiment, en me disant, bah, ça va être un DreamWorks des mauvais jours. Et j'ai été super agréablement surpris. Alors,
c'est pas un DreamWorks de la trempe d'un Dragon 2, c'est pas du niveau d'un Pixar, clairement, mais ça reste un très bon film, une très bonne surprise. D'abord, le film est drôle, clairement, hein, beaucoup plus drôle qu'un Shrek ou qu'un truc comme ça. Le film m'a vraiment fait éclater de rire à certains moments. Le film se joue de pas mal de codes, et en plus de ça, il y a vraiment un côté Looney Tunes, un côté Tex Avery, Chuck Jones, avec des scènes de course-poursuite très réussies. Vraiment, moi j'ai pris mon pied sur certaines scènes et je me suis dit putain, je suis content de l'avoir vu au cinéma. Alors maintenant, c'est sûr, c'est un peu tard pour le voir au cinéma, mais je vous encourage quand même à voir Baby Boss si vous en avez l'occasion. C'est vraiment un des bons DreamWorks sortis ces dernières années, hein, et encore une fois, à mes yeux, plus réussi que n'importe quel Shrek. J'en entends déjà certains soupirer derrière leur écran. Vous avez revu des Shrek récemment? Parce que quand on les a vus ados ou enfants et qu'on les revoit adultes, la douche est un peu froide, on va pas se mentir. Continuons dans le cinéma d'animation en parlant de Cars 3. Alors de base, il faut savoir que je déteste la licence Cars, précisément parce que c'est une licence. J'ai l'impression que Pixar n'a créé ses films que pour vendre des jouets. Je sais, c'est un peu extrême parce qu'en soi, n'importe quel film peut vendre des jouets. Mais Cars, j'ai l'impression que c'est vraiment flagrant. J'ai revu les 2 premiers Cars pour me préparer, on va dire, aux 3, et ça m'a conforté dans mon idée que j'aimais pas Cars. Le premier Cars, déjà, en soi, n'a rien d'original, c'est son principal problème. Je veux dire, si on prend tous les premiers volets ou standalone Pixar, Cars est selon moi le moins original. Il raconte une histoire qu'on a déjà vue et entendue un trilliard de fois. Les personnages sont des archétypes de ce genre de personnages. Donc c'est des archétypes d'archétypes. Flash McQueen est une tête à claque, mais il devient gentil à la fin et découvre que quand même dans les vieux pots, eh ben, on fait des bonnes soupes ou que sais-je. Enfin bref, c'est vraiment convenu de A à Z. C'est une histoire qu'on m'a déjà racontée et très sincèrement, les voitures pourraient être remplacées par les pilotes. C'est-à-dire qu'en soi, que ce soit les voitures qui parlent elles-mêmes, n'apportent rien. Ça pourrait être les pilotes qui vivent cette aventure sans que rien, aucun élément de la trame ne change. Et ce serait raconté ou réalisé de manière novatrice, je dis pas, mais même en termes de réa, le premier Cars est assez lambda, je trouve. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes dans la réa de Toy Story ou de Mille et une pattes que dans celle de Cars. Et alors Cars 2, Cars 2, je l'avais jamais vu, je l'ai vu pour voir le 3. Quelle daube! Oh mon dieu, quelle daube! Mais c'est digne d'un mauvais DreamWorks, très sincèrement. C'est le pire film Pixar, tout simplement. On a Martin tête à claque là qui vit des aventures avec le quiproquo le plus forcé, le plus pénible de l'histoire de l'humanité, vraiment. Et Flash McQueen à côté il a l'air d'être concerné, mais en vrai il s'en bat les couilles. Ah, je n'aime pas Cars 2, vraiment. Viscéralement, j'ai l'impression de voir un immense gâchis. Et c'est donc à reculons que je suis allé voir Cars 3, même si, j'avoue, la bande-annonce m'avait vendu du rêve. J'étais en mode, waouh! Attends, ça peut être un film intéressant, ça peut être un film un peu adulte, qui aurait grandi en même temps que les fans du premier film, je sais pas. Et... bah, c'est un bon film, hein! C'est un bon film! Clairement, il remonte à lui tout seul toute la licence Cars. Déjà, en termes de réa, les scènes de course sont vivantes et incroyablement prenantes. Il y a des vraies bonnes idées. On a enfin de l'empathie pour les personnages, notamment Flash, que j'ai toujours considéré comme un sale con, et là, enfin, j'ai un peu d'empathie pour lui. On dégage, il faut le dire, hein, je veux dire, vous n'en serez que ravis, on dégage le personnage de Martin, là, parce que personne ne l'aime. Je suis tellement méchant avec Martin, mais en vrai, depuis Cars 2, je vomis ce mec. L'intrigue reste un peu convenue, on va pas se mentir, hein, on comprend assez vite les tenants et aboutissants du film, mais ça reste un film intéressant, un film malin, un film bien réalisé. Et en soi, donc, de fait, c'est un bon Pixar. C'est pas le meilleur Pixar, mais ça reste un bon Pixar et je le mets à peu près au même niveau que Coco, vraiment. Ouais, Coco, j'ai failli le mettre dans les déceptions de l'année, mais il le mérite pas quand même, n'exagérons pas. Je vous en parle rapidement. Bon, très rapidement, promis. Alors Coco, je suis allé le voir il y a à peine quelques semaines, et évidemment, comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé, et comme tout le monde, j'ai trouvé l'univers visuel fou, et comme tout le monde, j'ai pleuré, parce qu'évidemment, Pixar maintenant, ils ont le truc, ils savent comment nous prendre aux tripes. Et évidemment, j'ai pleuré devant le film. Qui ne pleurera pas devant Coco? Mais, ce qui m'a gêné dans Coco, c'est que c'était ultra prévisible.
À l'inverse de plein d'autres films Pixar qui avaient réussi à me mener de bout en bout, hein, que ce soit Wall-E, Toy Story 3 même, hein, ça a beau être une suite de suites, etc., et avoir des schémas narratifs connus, et ben je savais pas trop où est-ce qu'ils voulaient m'emmener. Vice versa, évidemment, m'a proposé des choses incroyables, et voilà, j'ai été surpris de bout en bout. Et Coco, il faut bien admettre que c'était très rageant pour moi, parce que très vite on comprend qu'est-ce qui est quoi et pourquoi, et du coup on trépine sur son siège. En tout cas, c'était mon cas personnellement. Je spoil hein, un court instant, je mets un timecode auquel vous devez sauter si vous voulez pas m'écouter spoiler, mais voilà. Dès que Hector sort une guitare et nous fait comprendre qu'il est musicien, dès ce moment-là, moi j'ai compris que c'était le vrai ancêtre de Miguel, je sais plus comment il s'appelle, le gamin. Dès cet instant-là, j'ai compris que c'était lui le vrai ancêtre, parce que Ernesto, c'était trop beau pour être vrai, et voilà, enfin, je veux dire, on s'en doute dès le début. Et ensuite, quand Miguel va à la fête d'Ernesto, et qu'on entend en écho « Donnez-vous les moyens de vos ambitions », dès ce moment-là, je me suis dit « Ok, Ernesto, il a tué Hector, et il lui a volé ses chansons et sa guitare. » Et du coup, j'ai passé une demi-heure, peut-être même 3/4 d'heure de film à trépigner sur mon siège en me disant « Mais allez, c'est bon, on a compris, allez, faites avancer l'histoire !» Et la scène de la caverne était pour moi un supplice. Je vous la refais. Oh, tu sais, Miguel, je n'ai jamais voulu quitter ma famille pour la musique. Oui, allez, c'est bon, on a compris, c'était le grand-père de Miguel, allez. Si j'avais pu, j'aurais tout quitté pour revenir voir ma fille que j'aime tant. Oui, allez, c'est bon, on a compris, allez, avance. J'aurais aimé lui dire au revoir, j'aurais aimé la serrer dans mes bras une dernière fois. Mais allez, dis-le, putain, on avance. Ah, ma petite Coco. Mais oui, allez, putain, mais merde. Attends, ta fille, c'est Coco? Mais alors... Attends une minute. Ça veut dire que... Voilà, quelque chose comme ça. Donc en somme, Cars 3, j'en attendais rien et j'ai été très agréablement surpris. Et Coco, j'en attendais beaucoup et j'ai été un petit peu déçu. Ce qui les met au même niveau. Et si on terminait ce chapitre avec le film pour lequel vous voulez mon avis. Parce que tout le monde veut l'avis de tout le monde dans cette histoire, parce que tout le monde veut être sûr d'avoir raison par rapport à ses modèles, tout le monde veut être sûr que son modèle a le même avis que soi, et ben voilà, il est dans cette catégorie, donc vous le savez, je vais vous le dire, hein, vous l'attendez, voilà, j'ai kiffé Star Wars 8. Et pourtant c'était pas gagné, parce que franchement le 7... Ah, le 7. En fait, le 7, comme beaucoup d'entre nous, on va pas se mentir, hein, je suis sorti de la salle enthousiaste, en me disant « Yeah, les Jedi, yeah, les sabres laser, je suis trop content, etc. » Et puis, plus le temps a passé, plus je me suis éloigné géographiquement de la salle de cinéma, et plus j'ai commencé à me rappeler de ce que j'ai ressenti devant le film, et j'étais en mode quand même « Ah ouais, Rey, quand même, c'est quand même... enfin voilà, c'est quand même la même histoire que le 4, et puis même les environnements, c'est les mêmes, et puis... Ah, et puis le casque de Kylo Ren, il sert à rien, et puis et au bout d'un moment, bah voilà, je me suis rendu compte que bah je détestais ce film. Ce film qui n'est pas objectivement mauvais, mais il m'énervait. Et voilà, et je m'en voulais aussi de m'être fait avoir quelque part à la sortie du cinéma. D'autant plus que je l'ai revu avec mon frère, et là, ça a été d'autant plus pénible comme revisionnage, parce que je trouvais le temps long, parce que je savais ce qui allait se passer, parce que voilà, c'était casse-pied. Et d'autant plus en voyant des vidéos d'autres critiques du web qui revenaient un petit peu sur ce film et qui débunkaient certains directement comme Monsieur Bobbin, certains un an plus tard comme Durandal, mais il mettait le doigt, il mettait des mots sur ce qui me gênait dans le film. Donc j'avais vraiment pas envie d'aller voir le 8 et je me disais je vais pas le voir de toute manière une fois mais pas deux. Et puis j'ai commencé à entendre des gens qui disaient « Ouah là là, Star Wars 8 il pue du cul, il respecte rien, c'est un scandale, les fans en colère » et je me suis dit « Ah, là il m'intéresse. Là il m'intéresse, s'il divise, il m'intéresse. » Et donc je suis allé le voir en VO 3D. Et j'ai bien aimé. Bon, le film est pas exempt de défauts. Loin de là, par exemple, on pourrait redire énormément de choses sur l'arc de Finn, hein? Je suis pas le seul à avoir dit, mais voilà. Mais après, clairement, dire qu'il détruit Star Wars, on revient à ce que j'ai dit pour Death Note, c'est pas parce qu'il propose quelque chose de différent qu'il détruit le reste. Mais en soi, je comprends pas en fait les fans de Star Wars, parce que pour moi, dans cette histoire, Rian Johnson me semble être le seul vrai fan de Star Wars. J'exagère un petit peu, mais c'est pour que vous vous rendiez compte. Je veux dire, j'ai l'impression que Rian Johnson a vu le même Star Wars 7 que nous. C'est-à-dire qu'il a vu Star Wars 7 et il s'est dit
ok, c'est un super film doudou, on en sort en mode « Ah, Jedi, remember. Mais en fait, c'est casse-couille. Et il a voulu se débarrasser de tout cet héritage de J.J. Abrams, cet héritage relou, et il l'a très bien fait, je trouve. Il propose énormément de choses intéressantes, notamment cet anti-manichéisme, de dire que les choses sont pas toujours ce qu'elles semblent être, que les méchants sont pas forcément tout méchants, que les gentils sont pas forcément tout gentils. Il évite certains écueils de Star Wars 7, notamment le fait que les personnages n'évoluent pas au cours de l'histoire. Je veux dire, dans le 7, Rey était exactement la même au début qu'à l'arrivée, et elle se laissait porter par les événements. Pareil pour Finn, pareil pour Poe. Et là, c'est intéressant de savoir que non seulement Rey évolue, Kylo aussi, mais en plus de ça, Luke, dont tout le monde pensait que il allait être le Master Sensei de machin, évolue lui aussi. Je me rends compte que là, je commence peut-être doucement à spoiler, donc je vais mettre une balise au cas où, mais voilà, comme ça je me libère. Mais voilà, globalement, je vais pas non plus m'attarder dessus 30 ans, parce que il y a énormément de gens qui ont dit énormément de choses sur Star Wars 8. Disons que je rejoins globalement les gens qui ont kiffé le film. Il y a des reproches qu'on fait au film que je trouve un petit peu injustes, notamment quand on dit tout l'arc de Finn et Rose ne sert à rien. Non, justement, il montre qu'en fait, c'est pas parce que quelques isolés vont tenter une action désespérée que ça va marcher. C'est pas parce que tu fais une mutinerie, parce que ce qui te semble juste n'est pas appliqué, que en fait, ça l'est. Peut-être que les gens que tu ne respectes pas parce que tu crois qu'ils ont rien compris, et ben voilà. Après, clairement, il est trop long, après, clairement, il est trop étoffé pour pas grand-chose. Mais je dirais pas qu'il est inutile, ça me paraît être un peu abusé. J'aime beaucoup le personnage de Luke, j'aime beaucoup ce qui est fait du personnage de Luke, j'aime beaucoup la manière dont il se remet en question, j'aime beaucoup aussi la manière dont il est face à l'échec. Je suis un peu triste que Leia finisse comme ça, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que d'une part j'aime pas trop ce qui lui arrive dans ce film, et d'autre part j'aime pas trop que sa dernière apparition soit ce film-là où son rôle est un peu bref. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé le développement de Rey et de Kylo. Et le truc aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce film, putain, j'allais l'oublier, il y a un réalisateur. Mais genre un vrai réalisateur, pas J.J. Abrams qui se contente du minimum syndical. La scène d'ouverture, il y a vraiment de la réal. C'est pas une patte indicible comme l'avait fait Quaron sur Harry Potter. Mais il y a un réalisateur en commande. Et la scène de Rey, la scène de révélation de Rey, la scène d'introspection de Rey est super cool aussi. Bref, on va pas se mentir, je me range du côté de ceux qui trouvent que Star Wars 8 est cool. Bon allez, on va arrêter là les bonnes surprises et on va passer aux déceptions. Alors d'abord, j'ai envie de parler de Blade Runner 2049, qui est pas un mauvais film en soi, c'est même loin d'être un mauvais film. Esthétiquement, il est très réussi, en termes de réa, il y a des bonnes idées, etc., mais il n'arrive pas à m'embarquer. Et là, c'est un problème que j'ai avec Denis Villeneuve de manière générale. Denis Villeneuve, on n'arrête pas de me le vendre comme un super réalisateur, certains même sont très élogieux, parlent d'un nouveau Kubrick, et moi, Denis Villeneuve, j'y arrive pas. Le premier film que j'ai vu de lui, c'était Incendie, tout le monde m'en a dit du bien, ma mère même m'a dit c'est incroyable, c'est vachement bien, et c'est vrai que c'est un bon film, Incendie, mais il a pas réussi à m'embarquer. Je regardais le film, mais de loin, et j'étais pas totalement dans le truc, j'arrivais pas à me prendre totalement au jeu. Et bien que le twist final soit assez prenant, et qu'on se dit « Oh !» et ben j'étais pas non plus « Oh !» j'étais en mode « Oh !» Je sais pas si vous voyez la nuance. Bref, Denis Villeneuve m'a pas embarqué avec Incendie. Alors ensuite, j'ai vu Prisoners, mon frère me l'a acheté, me l'a montré en me disant « Tu vas voir, c'est trop bien !» Et même chose, je voyais que le film était bien écrit, bien construit, bien réalisé, et effectivement, je comprends que certains l'aient bien aimé, mais j'arrivais pas à rentrer dedans, j'étais en extérieur, j'étais à l'arrière, et ce qui arrivait au personnage, etc., bah j'arrivais pas à être happé, comme mon frère l'était à côté de moi en mode en apnée. Moi non, ça ne marchait pas. Ensuite j'ai vu Sicario, que j'ai trouvé là pour le coup vraiment moyen. J'ai pas vu Premier Contact, mais j'ai vu Blade Runner 2049, certains m'ont dit tu vas voir c'est incroyable, très respectueux du premier Blade Runner, et sans doute un des meilleurs films de Villeneuve, etc.
même problème. Je suis totalement froid au cinéma de Villeneuve. Ou peut-être que c'est le cinéma de Villeneuve qui est froid. Je sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai avec Blade Runner 2049, que j'avais aussi pour les autres films de Villeneuve, c'est-à-dire que j'ai l'impression de regarder le film de loin. J'ai l'impression de suivre le film tout au fond de la salle et que j'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à être dedans, je vois où Denis Villeneuve essaye de m'emmener, hein, et il a des qualités de réalisateur, et il sait s'entourer, il a un bon directeur photo, etc. Mais je sais pas, ça marche pas. L'alchimie ne prend pas avec Denis Villeneuve. Alors là, actuellement, tout le monde me bassine avec Premier Contact en disant « Bon, t'as dit, faut que tu vois Premier Contact, tu vas voir, c'est une tuerie ». Le truc, c'est que vous me dites ça à chaque Denis Villeneuve. Vous m'avez dit « Regarde Incendie, c'est une tuerie », je l'ai vu, bon. Vous m'avez dit « Regarde Prisoner, c'est une tuerie », bon. Vous m'avez dit « Bon, ok, t'as pas aimé ces films-là, mais regarde Blade Runner, c'est une tuerie », et bon. Alors voilà, vous me dites Matt, Premier Contact, vraiment celui-là, tu vas l'aimer, promis juré. Bah ouais, mais les mecs, je vous crois plus, hein, maintenant. C'est mort. Donc je le verrai, je finirai par le voir, parce que j'aime bien voir des films. Mais j'ai très peur, hein, on va pas se mentir. Niveau déception, une déception dont j'avais très hâte de vous parler, et je suis très content de finalement le faire, c'est Pokémon le film. Pikachu, je te choisis. Ou Pokémon 20, ou peu importe le titre que vous choisissez. Il faut savoir que j'ai vu à peu près tous les films Pokémon, hein, depuis que Guillaume et moi nous sommes lancés le défi du marathon Pokémon. J'ai vu les films 1, 2 et 3 au cinéma quand j'étais gamin, ensuite j'ai vu les 4 à 13 avec Guillaume dans un marathon, ensuite j'ai vu les 14, 15, 16 à une autre occasion pour le festival du film de merde, j'ai vu les 17 et 18 seul chez moi, j'ai pas encore vu le 19, mais on m'a dit le 20 peut t'intéresser. Je me suis dit ah, pourquoi? D'abord, il faut savoir que le 20 c'est un reboot. Enfin, un reboot, sorte de reboot. En gros, une réinterprétation des premières aventures de Sacha. C'est-à-dire qu'on voit sa rencontre avec Pikachu, et partant de là, on propose une histoire un peu différente où il part à la recherche de Ho-Oh, qui est le Pokémon qu'il voit à la fin de son combat contre les Piafabec. Et moi, on m'a dit ça, et j'étais en mode « Oh cool !» parce que le premier épisode, c'est un des trucs qui m'a le plus ému de l'histoire de la Japanimation, voilà, je le dis, je passe pour un illuminé, mais c'est vrai que le premier épisode de Pokémon me prend au trip, voilà, c'est con, c'est un traumatisme d'enfance, que sais-je, mais waouh. Donc tu me dis, le nouveau film, c'est un reboot à partir de cette scène, moi je suis chaud. Je suis en mode, yes, putain, je veux voir ça. En plus, voilà, on me vend la fin des Shitty Friends, on me vend une nouvelle aventure, un nouveau départ, etc. Et quelque chose centré autour de l'amitié entre Sacha et Pikachu, qui est, selon moi, un des points fondamentaux de la série Pokémon. Et ben ok, je dis ok, banco. En plus, c'est pas avec le chara-design moche de la nouvelle série. Ok, moi j'y crois, j'ai envie d'y croire, et j'ai envie de voir ce film. Allons-y. En plus, il ressort au cinéma. Trop bien! Un film Pokémon au cinéma, putain, je suis trop chaud. Peut-être que c'était ça le problème, j'étais trop chaud, j'en attendais beaucoup trop. Alors clairement, c'est pas un mauvais film, lui non plus, c'est clairement pas un mauvais film, c'est même un bon film, c'est même un des moins mauvais films Pokémon depuis le 12 peut-être. Depuis le 12, très probablement depuis le 12. Le 12, il était cool. Le film est plein de bonnes idées. Ça, on va pas se mentir, il y a plein de bonnes idées. Il y a des scènes assez touchantes, hein, je me suis encore fait avoir à pleurer devant Pikachu qui pleure, hein, c'est triste mais je me suis fait avoir. Et puis il y a des séquences très cool, genre la scène du rêve de Sacha. Moi j'étais collé dans mon siège en mode « Ah ouais? Ah vraiment, vous le tentez? Cool !» Vraiment cool. Mais au-delà de ça, clairement ce film tombe dans des gros écueils propres au film Pokémon, et en soi, c'est pas non plus une révolution. D'abord, Sacha a quand même des Shitty Friends, hein, c'est des Shitty Friends tout nouveaux, mais c'est quand même des Shitty Friends. Il a aussi un méchant en carton qui a une croix en cheveux sur la tête, c'est d'un ridicule. Et alors surtout, le gros problème de ce film Pokémon, et putain, je priais de toutes les forces de mon corps. Je veux dire, un reboot, c'est justement l'occasion de jarter cette partie-là, mais si, il y a la Team Rocket. La Team Rocket qui, comme à son habitude dans les films Pokémon, n'a aucun intérêt dans l'intrigue et se contente de faire des jokes nuls, pas drôles, nazes, interrompant le récit, ça se dit pas interrompant, mais je suis vénère, donc voilà, interruptionnant le récit, voilà, pour que dalle, pour une blague nulle, et elle s'envole vers d'autres cieux et nique ta mère.
Pourquoi s'encombrer de la Team Rocket quand tu proposes justement un reboot avec autre chose? Je comprends pas. Donc voilà, ajoutons à cela l'ambiance incroyable qui règne dans les cinémas CGR. Parce qu'évidemment le film était une exclue CGR, que je ne mets jamais les pieds dans un CGR, donc j'ai dû payer plein pot, plus trouver un pote avec qui y aller pour parce que c'est à Brignais, c'est pas dans le centre de Lyon, il faut une bagnole, etc. Et c'était la merde. Et CGR, on va pas se mentir, hein, c'est l'hypermarché du cinéma, avec un sol visiblement fait en popcorn, hein, c'est même pas une moquette recouverte des popcorn, c'est du popcorn directement, des gens qui ne savent pas se tenir, enfin bref. Supermarché du cinéma. Cela dit, j'ai été assez surpris du public du film, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'était quasiment que des gens de mon âge, et les rares jeunes personnes, c'était des gens qui accompagnaient leurs grands frères, qui les amenaient probablement en disant « Écoute, tu vas voir, ça c'est un film Pokémon ». Donc bref, des bonnes idées quand même dans ce film Pokémon, qui reste sympathique, hein, mais aussi des gros défauts, les travers habituels des films Pokémon, et voilà, un peu déçu du coup. Mais je pense que j'en attendais beaucoup trop. Une autre déception de cette année, c'était laisser bronzer les cadavres. Je vais en parler très rapidement parce que je pense que c'est simplement un problème qui m'est propre, on va dire, parce que tout mon entourage a kiffé ce film. Des petits cinéphiles un peu érudits aux gros cinéphages, tout le monde a kiffé ce film qui, effectivement, a sa propre patte, est unique, propose quelque chose qu'on voit rarement, un film de genre, belge, etc. Enfin, franco-belge, je sais plus trop, mais clairement, c'est, je pense, un film qui, objectivement, est bon. Mais, je suis pas du tout rentré dans le délire, quoi. J'ai régulièrement regardé ma montre, hein, on va pas se mentir, je me faisais pas mal chier. Pourtant, le film est assez court, hein, mais clairement, c'est un film d'auteur assez barré, assez barge. Un braquage qui tourne mal et une dame qui fait pipi. Je me rends compte que je donne une image horrible du film. Non, le film, encore une fois, voyez-le, parce que c'est un film qui a une patte assez unique, encore une fois. Hein. C'est juste que je suis pas rentré dedans, et ça me rend triste, parce que j'aurais bien aimé, mais non, ça prend pas. Ça prend pas, ça a pas pris, clairement, de toute évidence. Une autre déception de cette année dont j'avais hâte de vous parler, c'est les cinéphiles. Oh là là, Mr. Fox, passion, je détruis un film crowdfundé. Si vous croyez que ça m'amuse de taper sur des projets faits en toute bonne foi, ça m'amuse pas. Donc Les Cinéphiles, c'est un documentaire crowdfundé, donc en partie, qui propose, à travers différents entretiens de gens que j'aime beaucoup, dont Rafik Djoumi, de dresser un portrait du cinéma en France, de son état, de la cinéphilie en France, et de tout un tas de sujets. Et c'est un des problèmes du film d'ailleurs, mais je vais y revenir. Et encore une fois, si le réalisateur ou les gens qui ont participé à ce film, et je sais qu'il y en a certains qui suivent ma chaîne, donc je m'excuse par avance, hein, c'est pas par volonté de défoncer le film, puisque je l'ai crowdfundé, je l'ai financé, je vais recevoir sans doute le DVD prochainement. Donc c'est pas par volonté de détruire un taf, parce que j'aurais vraiment voulu l'aimer ce film, hein, mais non. Le principal problème des cinéphiles, c'est que c'est pas un film. Et c'est un problème qui est, faut croire, récurrent dans les films crowdfundés, puisque Noob le film avait aussi ce problème. C'est pas un film, c'est une série découpée en film, et mal découpée, je vais pas y revenir. C'était aussi le problème de Kung Fury, puisque ça se prétendait être un moyen métrage, mais en fait c'était une grosse bande-annonce sans intrigue, sans structure narrative. Et les cinéphiles, c'est un autre problème, c'est pas un film, c'est une vidéo YouTube. À vrai dire, ça a la qualité d'une vidéo YouTube, et c'est ce qui m'énerve. Quand je finance en partie un film, j'attends de ce film qu'il soit un film, qui soit à la hauteur des espoirs que je mets en lui en le finançant. Les cinéphiles, avant tout, est techniquement à la ramasse. Et il n'a aucune excuse, parce que je connais des productions amateurs qui se font sans un sou et qui techniquement sont plus balèzes que ce film-là. Visuellement, le film a l'air d'être filmé au caméscope, il y a du bruit sur l'image, c'est du faux 1080p pas beau, et ça m'énerve, et ça vient pas de la compression, puisque le film, pour les contributeurs, a été mis sur Vimeo, qui est clairement le meilleur système pour avoir de la vidéo de qualité, bien que payant à partir d'une certaine taille,
c'est clairement le meilleur endroit où poster une vidéo qui a de la gueule. Les cinéphiles n'a aucune gueule, les cinéphiles auraient pu être filmés à la caméra DV et ça me rend très triste. Il y a du grain, il y a du bruit, le cadre est pas joli, la photo est pas travaillée et voilà, moi j'ai envie de comparer à d'autres docus qui sont sortis cette année, comme I Am Not Your Negro. Je vous conseille, voyez-le, il aurait pu être dans le top 10. We Are X aussi, j'en profite pour vous le conseiller, c'est un excellent documentaire sur X Japan, et j'aurais bien voulu en parler davantage, mais il n'y a pas le temps. Bref, ce que j'attends d'un documentaire crowdfundé, c'est qu'il soit à la hauteur de mes attentes et qu'il ait une gueule de documentaire. Là, au-delà de la structure sur laquelle je vais revenir, c'est pas un film parce que visuellement ça pue de la gueule, on dirait une vidéo YouTube. Et là, j'ai parlé de visuellement, mais ça marche aussi avec l'audio, c'est-à-dire que le son est dégueu. Et ça se sent particulièrement sur des entretiens, notamment l'entretien de Rafik Djoumi, il se déroule dans un bar, alors je comprends, le bar c'est un cadre chaleureux, vivant, etc. Mais on entend le bruit du bar, des fois on distingue à peine ce que dit Djoumi, et c'est très pénible. Et je sais que toi, derrière ton écran, là tu te dis, oui enfin c'est un peu l'hôpital qui se fout le doigt dans le coude, parce que quand même ton interview de Benoît Dupac, on n'entend rien, et pourtant c'est dans un bar, etc. Parce qu'il y a le café, on n'entend rien, mais ça va très bien. Oui, sauf que moi, d'une part, je ne prétends pas faire un film crowdfundé, et ensuite il faut savoir que ça a été tourné un peu en urgence, c'est-à-dire que je coinçais Benoît Dupac entre deux directions artistiques, il mangeait, donc il fallait le capter un peu quand il avait le temps, le bar c'était le meilleur endroit, c'était le meilleur moment, effectivement il y avait un cadre chaleureux, et en plus on avait prévu un micro-cravate qui, hélas, n'a pas fait son boulot. Ça arrive. Mais là, pour le coup, les réalisateurs des cinéphiles n'ont aucune excuse parce que quand tu prépares un film documentaire à base d'entretien, eh ben, tu poses un moment avec l'invité, tu te prépares un créneau, tu te trouves un endroit calme, si tu veux un bar, tu le privatises, ou alors tu prévois quelque chose qui est techniquement à la hauteur de ce que tu veux faire. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Et je parle de l'entretien avec Rafik Djoumi, mais ça vaut pour d'autres entretiens. Puisqu'on parle de l'audio, il y a aussi la voix off du film, qui est celle du réalisateur, et d'une part, c'est techniquement pauvre, on a l'impression qu'il a enregistré ça avec son micro Logitech chez soi, et d'autre part, ben, ce mec qui est clairement pas taillé pour faire de la voix off. C'est pas parce que c'est ton film et que c'est ton propos que tu peux pas engager un narrateur qui, pour le coup, sait faire de la voix off. Si tu lui écris un texte, il retranscrira parfaitement ton propos. Et là, le problème, c'est que, c'est pas le cas. Et là, j'ai parlé de la technique, mais c'est aussi sur le fond qu'il y a un problème. Parce que le réalisateur veut parler de trop de trucs. Dans ce film qui, rappelons-le, ne dure qu'1 heure et demie, on essaye de parler de la place des femmes, de la place de la communauté LGBT, de la place du cinéma de genre dans la cinéphilie française, du système de financement du CNC, de comment les cinéphiles vivent leur cinéphilie en France. Il y a trop de trucs, Si tu voulais parler d'autant de sujets, peut-être il aurait mieux fallu faire une série documentaire de plusieurs modules de 30 minutes. Mais là, non, tu veux traiter trop de trucs, c'est bordélique, et du coup, le propos et le message perd en force. On se perd dans ce que tu veux nous dire, et même si, encore une fois, il y a plein de choses intéressantes qui sont dites dans ce docu, parfois c'est des portes ouvertes, parfois c'est des choses qu'on n'imaginait pas, en tout cas moi perso c'est des choses que je soupçonnais pas, donc très intéressant, mais tout est brouillé par le fond confus et la forme qui ne tient pas, quoi. Donc tout ça a une gueule de vidéo YouTube, tout ça a une gueule d'un petit youtubeur, ça aurait pu être moi, qui filme avec ses moyens des entretiens avec des personnes dont il a quelques contacts, qui essaye de faire monter la mayonnaise et qui essaye d'en profiter pour parler des sujets qui lui tiennent à cœur, et le résultat, c'est une vidéo YouTube que t'aurais pu faire tout seul en autoproduit, et pas un film crowdfundé. Donc je suis pas mal déçu, je l'admets. Et encore une fois, je suis désolé pour les réalisateurs qui peut-être regardent cette vidéo, vraiment, j'aurais aimé ce film. C'est la 3e fois que je le dis, mais j'aimerais que vous compreniez que je tape pas sur les films crowdfundés par plaisir. J'aimerais les aimer. Terminons ce chapitre des bonnes surprises avec un film que j'aurais adoré aimer. Jigrobot. Ou plutôt, on l'appelle Jigrobot. Je vais être clair tout de suite, ce film aurait dû être dans le top 10 des meilleurs films de cette année, parce que je l'ai surkiffé. On l'appelle Jigrobot, c'est un film italien qui a fait un carton là-bas et qu'on a importé en catimini en France, mais c'est rare qu'on importe des films italiens en France.
Et c'est un film d'anti-héros qui devient un super-héros, un peu comme Super, sauf que, à mon sens, il est beaucoup plus réussi que Super. Le film est assez drôle, le film est inventif, le film clame son amour pour la Japanimation et les super-héros, les personnages sont attachants, les situations sont burlesques, il y a des idées de mise en scène, c'est vraiment super cool, et ce film cautionne le viol, putain de merde! Putain! T'étais à ça d'être un bon film, un film frais, rafraîchissant, un film étranger dont on n'attend rien et dont on est surpris, et... Putain, tu cautionnes le viol. Comment tu peux cautionner le viol? En gros, hein, je spoil, mais c'est important, je pense, pour que vous compreniez. Notre héros, abreuvé de films pornographiques, et là, encore une fois, on a un message assez limite sur la pornographie fait de toi un monstre sexuel, mais bon, bref, on passera. L'anti-héros, qui est donc gavé de films pornographiques, recueille la fille d'un de ses amis, qui est, on va dire, assez innocente, qui est majeure, hein, mais qui a l'esprit d'un enfant. Et totalement en manque, totalement en chien sexuellement, il la baise alors qu'elle est pas méga d'accord. Et le problème, c'est que, plus tard dans le film, eh ben, elle lui pardonne, parce que, oh, au fond, il est gentil, il a pas voulu, il a un bon cœur, non! Ça ne marche pas comme ça! Et ça m'énerve, parce que putain, ça aurait tellement pu être un bon film, mais il y a ça, il y a cette grosse tâche dans le film, qui m'empêche de l'aimer. Qui m'empêche fondamentalement de l'aimer à 100%. C'est du gâchis. C'est du pur gâchis. Il aurait pu être dans le top 10 s'il n'y avait pas ça là, ce passage qui lui interdit définitivement l'accès à cette place. Bon, voilà, sur ce, nous avons parlé des films qui ont été des surprises, qui ont été des déceptions. Maintenant, attaquons-nous au lourd, attaquons-nous au gros, attaquons-nous au flop 10. Alors avant de commencer ce top des pires films, une petite précision. Il s'agit d'un top 10 des pires films que j'ai vus cette année. Il faut le préciser parce que c'est clairement pas un top des pires films sortis cette année. Parce que les mauvais films, je ne vais pas les voir d'habitude. Je veux dire, c'est logique, on va pas volontairement s'infliger des films merdiques. À moins d'être sadomaso, à moins de vouloir à tout prix faire une bonne vidéo avec des mauvais films, etc. Non, on fait pas ça. Donc, les films qui sont dans ce top des pires films, c'est des films que j'ai vus. Soit en toute connaissance de cause, mais je suis quand même allé les voir parce que... Soit des films que j'imaginais que ça allait être bon, ou que j'avais un maigre espoir, mais voilà. En tout cas, clairement, ne prenez pas ça comme le top des pires films sortis cette année, c'est simplement les pires films que j'ai pu voir cette année, et du coup, certains y sont presque par défaut. Mais bref, commençons avec le numéro 10, et le numéro 10 de ce flop, c'est Everything Everything. Donc voilà, c'est typiquement pour ce genre de film que j'ai fait cette précision, parce que, en soi, Everything Everything n'est pas un des pires films sortis cette année. C'est juste un film médiocre. Ce film, j'en ai brièvement parlé dans le top des pires films, des pires VF de films sans critique. C'est en gros une comédie romantique ado Disney Channel sur une fille qui a une maladie, elle est hypersensible et la moindre maladie pourrait la tuer, elle vit dans une bulle et elle tombe amoureuse d'un mec qui vit à l'extérieur et leur amour est impossible et machin, mon cul Mickey. Le film est juste médiocre, je veux dire, il n'y a aucune idée de réa, les acteurs jouent comme des quiches, l'histoire est pas intéressante, tout est prévisible. Voilà, mais des films comme ça, il en sort au kilomètre, et typiquement, c'est un film qui va être rediffusé à 13h sur Disney Channel, et c'est pas grave, c'est pas un film malveillant, c'est pas un film dangereux, c'est pas un film mauvais, c'est juste un film médiocre. Donc je vais pas en parler plus que ça. Le numéro 9, en revanche, je vais en parler parce que le numéro 9, c'est Kingsman 2. Oh putain! J'ai le seum que ce film soit mauvais. J'ai tellement le seum. Kingsman 1, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui sont abonnés depuis pas très longtemps, Kingsman 1, c'était mon coup de cœur 2015. S'il n'y avait pas eu Mad Max Fury Road et vice versa, c'était mon film préféré de l'année. Il se basait certes sur une intrigue narrative simple, on est dans du pur Campbell, pure souche, mais efficace.
Et puis intelligent dans sa manière de raconter l'histoire, intelligent dans sa mise en scène, avec beaucoup de bonnes idées, de l'humour, enfin bref, clairement un film réussi, un film en plus avec voilà, des scènes très réussies, notamment la scène de l'église, la fameuse scène de l'église. J'ai découvert sur internet que des gens étaient contre cette scène en disant qu'elle banalisait la violence, alors que justement c'est tout le contraire moi que je vis dans cette scène, mais bref. Donc inutile que j'attendais Kingsman 2 avec impatience, la bande-annonce me vendait du rêve, en plus c'était la même équipe, Matthew Vaughn revenait à la réa, il y avait les mêmes auteurs, etc. Comment vous avez pu vous planter à ce point-là? Kingsman 2, son plus gros problème, c'est son écriture. C'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens sur internet dont j'ai lu l'avis et qui disaient « Bon, c'est moins bien que le 1, mais c'est quand même sympa. » Non! Non, c'est pas sympa. C'est même pas sympa, ça réussit même pas à être sympa. Certes, les acteurs jouent bien, certes, il y a de bonnes idées d'écriture, certes, certaines vannes marchent, et certes, certaines scènes sont réussies, c'est pas facile à dire, mais l'écriture est juste horrible. Encore une fois, le scénar du premier était certes convenu, mais efficace, et évitait de tomber dans certains travers. Là, c'est juste naze, là, c'est juste nul. Le personnage de Merlin, notamment, est incroyablement maltraité, il méritait tellement mieux. Il y a énormément d'actions incohérentes, énormément de choses dans le film où on se dit « Mais pourquoi tu fais ça, t'es débile !» Genre à un moment, je spoil, mais j'en ai rien à foutre, à un moment, voilà, Eggsy marche sur une mine, et Merlin dit, bon, il faut faire vite, etc. Et qu'est-ce que fait Merlin? Il prend sa place, et au lieu de trouver une autre solution, bah il se dit, je me suicide, je me sacrifie, c'est bon, et les autres, ils sont en mode, ok, très bien. Bah écoute, on est très triste, mais d'accord, ok, soit. Et Merlin se sacrifie de manière totalement gratuite, il y avait 1 milliard d'autres solutions. Mais non, non, c'est idiot. Et en plus, l'histoire du traître qui tombe comme un cheveu sur la soupe, etc., c'est juste naze. Le coup aussi du gel qui évite de mourir, enfin... Et Eggsy est une incroyable tête à claque, putain. J'adorais ce personnage dans le 1, dans le 2, il est insupportable. Et Julianne Moore, bon, elle est sympa, mais elle sera jamais une aussi bonne méchante que Samuel L. Jackson. Et les scènes d'action, putain... Je vous ai dit, j'avais adoré la scène de l'église, mais elle prenait place dans une logique narrative. C'est-à-dire que cette scène, elle était là pour montrer à quel point n'importe quelle personne peut devenir une machine de guerre à cause de l'onde du méchant. Et certes, cette scène, notamment avec cette musique, rendait la violence super cool, etc., et t'étais à fond dedans, mais du coup, quand Colin Farrell, non, pas Colin Farrell, Colin Firth, quand Colin Firth se rendait compte de ce qu'il avait fait, la chute était brutale, et sa mort juste après te plongeait dans une catharsis, dans une catatonie. Je sais pas c'est quoi le bon mot, bref, t'étais choqué. Et là, j'ai l'impression que Matthew Vaughn, il s'est juste dit « Hey, tout le monde a kiffé la scène de l'église, venez, on en met 30 !» Ben non, du coup, ça pète totalement le truc, et en plus, bah, je les trouve pas aussi bonnes que celles de l'église du premier, quoi. On a l'impression vraiment qu'il s'est lancé dans un défi en mode « Ah, la scène, elle était trop bien, j'en fais 30 !» Non, tu atténues totalement la force de la scène originelle. Donc extrêmement déçu de Kingsman 2, je comprends pas. Je comprends pas parce que c'est la même équipe. Ça aurait été un autre scénariste, je dis bon ok, mais comment les mêmes scénaristes ont pu pondre un scénario efficace pour Kingsman 1 et une grosse purge pour Kingsman 2? Le personnage de Colin Firth fait n'importe quoi, ses actions ne sont pas logiques, c'est vraiment très mal écrit. Et Halle Berry méritait tellement mieux, et Channing Tatum méritait tellement mieux, enfin bref. Oh putain, Channing Tatum. Channing Tatum, c'est mon crush hollywoodien. J'adore ce mec. Notamment parce qu'il a joué dans une comédie avec Jonah Hill. Putain, le nom m'échappe, enfin bref. Et sa présence m'avait tellement hypé sur Kingsman 2. Et le voir réduit à ça, ça me rend tellement triste, putain. Et en plus, ça, j'en ai pas parlé parce que c'est presque bonus, mais le film est d'un vulgaire. Oh là là. La vulgarité du 1 se limitait presque à cette fin, à sa fin, qui est totalement beauf, mais ça arrive qu'après 2 heures de pur bonheur, quoi, donc on lui pardonne. Là, c'est vulgaire. Ah, c'est vulgaire. Ah, non. Donc, Kingsman 2, sniff, sniff, bouh. Numéro 8, Fast and Furious 8.
The Fate and the Furious. Pourtant j'y ai cru. Mon histoire avec la saga Fast and Furious, hein, c'est que j'ai vu le 1, le 2, j'ai arrêté parce que je trouvais ça nul à chier, ultra beauf et vulgaire, et voilà, et misogyne, et tout ce que tu veux. Et puis mon camarade Guillaume m'a dit, viens avec moi voir le 5, il paraît que c'est bien. Et j'étais en mode, non. Et puis j'y suis allé quand même. Et puis effectivement, le 5 était bien. Notamment par son approche de film d'action testostéroné, over the top mais assumé, avec pas mal de cascades en dur. Et puis aussi l'absence de courses vroom vroom avec des caisses tunées. Et puis voilà, son côté résolument film d'action en somme. Je suis allé voir le 6, qui était une grosse merde. Pourtant c'est le même réal, pourtant c'est la même équipe, mais bon, c'est une grosse merde, par je ne sais quel prodige. Ensuite, je suis allé voir le 7 qui, pour le coup, m'avait vraiment plu. Vraiment, je le trouvais très sympa. Et la bande-annonce du 8 m'a vendu du rêve. Avec des scènes d'action de ouf, des voitures qui pleuvent, à une course-poursuite contre un sous-marin de l'URSS. Bah ouais, mais du coup, t'as vu la bande-annonce, t'as tout. Du coup, si t'as regardé la bande-annonce, bah ces scènes d'action te semblent assez molles, parce que finalement, y a pas grand-chose de plus. Et puis il me manque cette adrénaline qu'il y avait dans le 5 et dans le 7. Je sais pas comment le réal a fait pour s'en débarrasser, mais c'est pas là. Y a pas ce... La mayonnaise prend pas. On m'avait dit que c'était pas terrible, mais j'ai quand même voulu voir le film, ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce qui motive Dom à trahir sa famille. Parce que c'était le truc qui m'étonnait dans la bande-annonce. Mon dieu, Dom qui a passé 7 films à nous expliquer que ce qui est important dans la vie, c'est la famille. Comment il pouvait trahir les siens comme ça, à cause de Charlize Theron, et l'embrasser, mon dieu, comment c'est possible? On avait une théorie avec Guillaume au moment où le film n'était pas encore sorti, on se disait que la seule explication possible, c'est que c'était un clone créé par Charlize Theron, que Charlize Theron était une extraterrestre, et que du coup, Fast and Furious 9 ou 10 se déroulerait dans l'espace, des courses de voitures dans l'espace, on était overhypé et on priait le ciel pour que ce soit ça. C'était pas ça. Je sais pas si je vous dis c'est quoi la raison, en même temps, le film est nul, donc je vais vous le dire. Eh ben, en gros, Vin Diesel avait un enfant caché, il le savait pas, et Charlize Theron l'a kidnappé. Voilà. Et du coup, pour sauver cet enfant, eh ben, il est obligé de trahir les siens. Mais au fond de son cœur, il reste attaché aux siens, il va se débrouiller pour... Enfin, voilà. Donc, aucun intérêt. Le numéro 7, c'est Pirates des Caraïbes 5. Pourquoi je suis allé le voir? Pourquoi? Enfin, je dis ça, mais je sais pourquoi. Hein. J'ai revu les 1, 2 et 3 pendant l'année, et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter le 5. Le 2 était très médiocre, le 3 avait quelques bonnes idées, mais était quand même très longuet. Hein. La première fois que je l'avais vu, je m'étais endormi devant. J'ai pas poussé le vice jusqu'à voir le 4, hein. Je suis pas non plus inconscient. Mais du coup, quand le 5 est sorti, bah, j'avais ma carte UGC sous la main, et je me suis dit, bah, ok, allons le voir. Bah, c'est de la merde, hein. C'est de la merde. Je vais pas m'étendre pendant 150 ans sur le film parce qu'au final il m'a laissé très peu de souvenirs. Je me rappelle quand même néanmoins que c'était écrit avec le cul, que Johnny Depp était en roue libre mais vraiment en mode j'en ai rien à foutre, que les gags étaient pas drôles et que les personnages étaient anti-charismatiques. Je me souviens notamment du fait que le personnage féminin principal, dont le nom m'échappe, était traité par-dessus la jambe, et ça m'avait rendu d'autant plus triste que j'avais revu les 2 et 3, et que Keira Knightley avait un rôle et une place forte dans ces films-là. C'était un personnage de femme forte, commandante, chef de guerre, et j'avais été marqué par ça quand j'ai revu les 2 et 3 en mode « Ah ouais, quand même, si, il y a ça, on a tendance à oublier, mais il y a ça quand même ». Et dans Pirates des Caraïbes 5, il n'y a pas du tout ça, pas du tout. Alors il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais quand même, ça assure un spectacle ». Non, je trouve pas, non. J'ai trouvé le film assez chiant, on va pas se mentir, hein, les scènes d'action sont pas super bien réalisées, c'est assez confus, c'est moyen. Javier Bardem, il en a clairement rien à foutre d'être là, donc non, c'est vraiment un blockbuster médiocre. Un de ces blockbusters médiocres, comme il en sort assez régulièrement, mais lui est quand même, je trouve, plus médiocre que les autres, notamment à cause de ses personnages totalement anti-charismatiques. Le numéro 6 des pires films sortis cette année, c'est Noob 3. Bah oui, hein. Évidemment. Et déjà, il est que 6ème, donc, Bon, je vais pas en parler pendant 150 ans, parce que
J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Noob, sur le projet, sur etc. J'ai déversé ma haine en la justifiant sur le 1. J'ai dit que le 2 était un peu mieux. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Noob. Je vais pas non plus m'acharner sur tous les films crowdfundés de l'univers. Donc je me contenterai de dire que je me suis énormément ennuyé devant ce film, que je le trouve médiocre sur bien des aspects, mais que je comprends parfaitement que les fans de Noob aient trouvé leur compte dans cette conclusion épique d'arc narratif. Voilà, n'en parlons plus. Numéro 5, Voyage of Time. Ah là, ah oui, ah bah oui, ah bah oui. Terrence Malick. Terrence Malick suce mes grosses couilles velues. Pour les gens qui se demandent d'où sort cette phrase excessivement vulgaire, il faut savoir que j'ai un gros problème avec Terrence Malick. Il incarne tout ce que je déteste dans le cinéma. J'ai bien aimé La Balade sauvage, je trouve même que c'est un très bon film, notamment grâce à sa photo superbe. Mais on va pas se mentir, dès Les Moissons du ciel, ça avait commencé à puer. La Ligne rouge est mon némésis cinématographique. J'ai des amis cinéphiles qui crient à chaque fois que je le caricature ainsi, mais c'est vrai que pour moi, La Ligne rouge, c'est tout un tas d'acteurs excessivement célèbres et excessivement talentueux qui apparaissent 5 secondes dans le film, et tout le reste, c'est des panoramiques, des jolis plans de la nature, et derrière une voix pseudo-philosophique de comptoir de lycée qui dit « Ce n'est pas la guerre qui est inhumaine. Coucou, c'est les hommes qui font la guerre. » Et du coup, les hommes sont inhumains. Non, en vrai, je déteste La Ligne rouge. Et je déteste aussi Tree of Life. Alors, pourquoi, bordel de merde, me suis-je infligé Voyage of Time? À quel moment j'ai cru que Terrence Malick pourrait changer du tout au tout? Il y a plusieurs choses qui m'ont fait aller voir Voyage of Time. D'abord, le fait que c'était une séance unique. C'est-à-dire, seule occasion ever de voir Voyage of Time au cinéma. Avec ce genre de choses, tu m'attrapes, hein. Je me suis aussi fait avoir pour Pokémon le film, hein. Mais du coup, là, je me suis dit, quand même, ça me tente. En plus, c'est le film le plus court de Terrence Malick. Dans la version sortie en France, en tout cas, il fait qu'1h30, donc je me suis dit, 1h30, ça passe vite, hein. Et puis, c'était un documentaire, donc je me suis dit, peut-être que le style très Yann Arthus Bertrand... J'en vois certains criser derrière leur écran, mais voilà. Peut-être que le côté Yann Arthus Bertrand de Terrence Malick va mieux passer dans un documentaire. Ah! Ce film, c'est de la merde. C'est de la grosse merde, c'est nul à chier. Je suis conscient, hein, que il est 5e, là, dans ce flop. Je suis conscient que, objectivement, ce film n'est pas de la merde, il est bien réalisé, etc., et tout ce que tu veux. Et je sais que, objectivement, c'est pas un mauvais film. Mais voilà, là, c'est le cœur qui parle, c'est mon affect qui parle, et je trouve, personnellement, que ce film... c'est de la merde. J'ai mis dans ce flop des films inoffensifs, des films médiocres, des films devant lesquels on s'ennuie, mais Voyage of Time est le seul film de ce flop qui a été difficile à endurer. Je regardais ma montre littéralement toutes les 5 minutes en me disant « ça y est, ça fait au moins 20 minutes là que c'est en cours. Oh non, ça fait que 5 minutes, putain, mais je me fais chier, quand est-ce que c'est fini ?» J'ai dit que le film durait quoi, 1h30 ? C'était les 6 heures les plus longues de ma vie. Je me morfondais d'ennui. Et j'avais tellement hâte que ça finisse. Il faut que je sorte d'ici maintenant. Calmez-vous un peu. Non. Philosophie de mes genoux, phase inutilement longue, ennui profond. Ah mon dieu, quelle horreur. Il y a un vidéaste dont le nom m'échappe temporairement et j'ai la flemme d'aller chercher, mais le vidéaste qui avait fait History of Japan, et ben il a sorti une nouvelle vidéo qui s'appelle History of Universe. Et ben les 2 ou 3 premières minutes de la vidéo, c'est Voyage of Time, beaucoup mieux. C'est-à-dire que le gars, là, en 3 minutes extrêmement condensées, il raconte l'heure et demie insupportable qu'a été Voyage of Time. Donc encore une fois, je suis conscient que c'est pas un mauvais film, c'est même très probablement un bon film, mais ça a été un calvaire. Son visionnage a été un calvaire. Pourtant, j'étais dans une salle de cinéma, d'habitude, j'arrive mieux à apprécier des films quand je vais les voir au cinéma. Mais là, c'était vraiment un calvaire, une souffrance. Je ne veux plus endurer cela. Le numéro 4, bah c'est Valérian. Valérian et la cité des 1000 planètes, ou je sais plus c'est quoi le titre à rallonge. On va pas se mentir, dès le début j'étais très sceptique sur ce projet.
D'abord parce que c'est Luc Besson. Mais c'était pas la seule raison pour laquelle j'étais sceptique sur le projet. D'abord, le film ne s'appelait plus Valérian et Laureline, mais juste Valérian, ce qui me faisait penser à un glissement un peu moyen. En plus, les acteurs dans la bande-annonce me semblaient assez médiocres, enfin, ils avaient clairement rien à foutre d'être là. Et puis voilà, je le sentais pas ce projet, mais voilà, convaincu par l'enthousiasme de camarades cinéphiles, je suis allé le voir. Et ben, c'est bien naze. Bien naze. Je vais pas nier l'aspect oh là là, quelle inventivité visuelle, même si je la temporiserais quand même, hein, mais je vais pas nier ça. Je la remets quand même un peu en question parce que ça dépend des séquences, hein. Autant il y a des séquences où waouh, c'est super inventif, c'est ouf, etc. Et autant il y a une moto qui passe, mais autant il y a quand même des séquences où on a l'impression que t'as tourné ça dans un hangar, hein. Notamment la rencontre entre Valérian et les extraterrestres, hein. Au-delà de ça, qu'est-ce que c'est mal écrit? Je veux dire, tu peux faire l'univers le plus inventif qui soit, si derrière t'en fais rien, bah ça c'est une coquille vide, c'est naze. Par exemple, foutre Alain Chabat, personnage attachant, grosse beubare, qui va dans l'océan pour faire des trucs, etc. Et c'est cool. Mais si tu le vois 30 secondes et que la scène, au final, t'aurais carrément pu la couper, bah c'est pas la peine. C'est pas la peine. Épargne-toi du temps, Luc, épargne-nous du temps, hein, et passe direct aux parties intéressantes. S'il y en a, l'écriture c'est le gros problème de Valérian, hein. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais mais quand même la scène dans le marché visuel c'est fou, etc. Et ça fourmille, etc. Et c'est cool, etc. » Bah, même ça je suis pas d'accord parce que elle n'a aucun sens. Tu ne comprends pas comment cet univers fonctionne, tu ne comprends pas pourquoi Valérian se fait chier à faire ça alors que j'ai plus le film en tête, mais pendant toute cette séquence je me suis dit « Pourquoi il fait pas plutôt ça? C'est évident !» Pareil, pendant tout le film, je me suis dit, mais pourquoi les extraterrestres, comment les extraterrestres peuvent faire ça? Ça n'a pas de sens, et enfin, voilà, plein d'incohérences que l'odieux connard a très bien développé dans son article. Je vous invite à le lire, hein, comme beaucoup de critiques de l'odieux connard, hein, c'est souvent plein de mauvaise foi, hein, je l'ai vu plusieurs fois démonter des films que j'aimais bien, mais là, clairement, je trouve qu'il a raison sur beaucoup de points. Et un truc qui m'a particulièrement emmerdé de tout le film, qui m'a marqué, et que dont j'aimerais vous reparler, c'est que Valérian est un sale con. Comment tu veux qu'on s'attache à un perso pareil? D'abord, l'acteur qui le joue et dont le nom m'échappe, décidément il y a beaucoup de noms qui m'échappent dans cette vidéo, hein, mais clairement il en a rien à foutre d'être là. Je ne comprends pas comment Luc Besson a pu se dire « Hey, pour un héros charismatique, etc., c'est cet acteur qui est parfait !» Non! Cet acteur, je l'adore dans Chronicle qui était un de mes films de super-héros préférés pendant assez longtemps. Ben ouais, il est bon pour jouer un anti-héros mal dans ses baskets, etc. Mais là, Valérian, non, ça colle pas. Et en plus de ça, j'ai du mal avec tout le portrait qu'on nous fait de Valérian. Je veux dire, comment on peut essayer de nous vendre héros militaire, multidécoré, etc., avec toutes les bêtes erreurs qu'il fait? Plusieurs fois dans le film, je me suis dit, attends, ça c'est un grand stratège multimédaillé? Non, tu te fous de ma gueule. Et puis comment il peut finir avec Laureline? Je veux dire, c'est non seulement absurde, mais c'est assez discutable d'un point de vue éthique. C'est-à-dire que Valérian fait du forcing pendant tout le film, Laureline lui dit non clairement plusieurs fois, et à la fin il finit avec. C'est quand même assez moyen, je trouve. Enfin voilà, je vais pas non plus paraphraser pendant des plombes, hein, retenez juste que le film est très mal écrit, et que même si visuellement il y a quelques bonnes idées, si t'en fais rien derrière, bah c'est naze. Et le personnage de Rihanna, putain! Ah! La scène la plus malaisante de l'année nous est offerte par Rihanna, merci bien. Numéro 3 de ce top, Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire. On va parler politique, on va parler politique. Alors certains se disent peut-être, attends, c'est vraiment un film ça, Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire? Eh ben ouais, c'est un film, il a une fiche IMDb, c'est un documentariste reconnu qui a bossé là-dessus, donc clairement c'est un documentaire. Un vrai document. Un documentaire, donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui a suivi Emmanuel Macron pendant toute sa campagne, et qui a été diffusé vite, juste après la soirée présidentielle, le soir de l'élection. Et sur le coup, je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit, c'est vrai les gars, c'est con, pourquoi vous prenez pas le temps de le finir, bien, avant de le diffuser? Je veux dire, le film sur la campagne de Mélenchon, il sort en février, hein, c'est pas gênant. J'ai pas compris pourquoi, j'admets, hein, mais
j'ai eu plusieurs personnes qui m'en ont fait des bons retours de ce film, en me disant je l'ai vu le soir à la télé, et bah c'était sympa, Macron il a l'air d'être un gars cool, etc. Et ouais, en plus c'est bien réalisé, on suit bien la campagne, etc. Et j'ai été curieux, je me suis dit tiens, bah voilà. Et il est passé sur Netflix, donc je me suis dit bah un soir je le mate. Et quand même, cette question me trottait dans la tête. Pourquoi l'avoir diffusé juste après l'élection, dans la foulée? Pourquoi ne pas avoir attendu au moins quelques jours? Oh, j'ai vite compris pourquoi. Parce que autant le diffuser dans la foulée de la victoire, il peut y avoir un côté, ouais, bon, bah il a gagné, c'est le jeu, j'ai voté pour lui, et puis il a l'air d'être effectivement un gars sympa, il sait être ferme quand il le faut, mais il a l'air gentil avec le petit personnel, prévenant, droit dans ses bottes, etc. Ça va être un bon président, etc. Autant tu peux penser ça quand c'est diffusé le soir de l'élection, autant 4 mois plus tard, après les ordonnances sur la loi travail, après, autant voir le film 4 mois plus tard, après les ordonnances sur la loi travail, après l'état d'urgence permanent, après la répression, après tout un tas de trucs dégueulasses que nous a fait passer Macron, autant le voir 4 mois plus tard, après les ordonnances sur la loi travail, après les réformes sur les prud'hommes, après le passage à l'état d'urgence permanent, après tout un tas de saloperies que nous a fait passer Macron, ouh, ça a un goût bien rance de propagande. Vraiment, j'utilise pas le mot propagande à la légère, hein. On est vraiment sur du portrait hagiographique. Macron est génial, Macron est beau, Macron est grand, Macron est puissant, Macron est génial. Oh, ça... Ah, oh, c'est rance. Ah, ça... Ah, c'est écœurant. Ah, ça fout la gerbe. Ah. J'ai un peu vomi dans ma bouche en voyant ce film. Hein. D'autant plus que, voilà, je pense qu'on a encensé le film un peu sur le coup, mais clairement, il est pas super bien réalisé, il est pas super bien monté, on se fait un peu chier, hein, en plus du reste. Donc, non, c'est un très mauvais film. Non, je ne vous le conseille pas. Numéro 2, Bad Buzz. Ok, j'ai dit en intro de cette partie que j'allais pas m'infliger volontairement des mauvais films, mais Bad Buzz, je l'ai vu il y a quelques jours parce que je voulais être sûr. Bad Buzz, c'est le film d'Éric et Quentin qui a fait 40 000 entrées, qui est resté 2 semaines en écran, qui a pas de sortie DVD Blu-ray, mais une bête sortie VOD, et c'est vrai que comme le camarade In The Panda l'a dit sur Twitter, j'ai galéré à mort pour le télécharger. Ouais, c'est vrai. Parce que personne ne veut partager ce film parce que ce film est médiocre. Très médiocre. Très médiocre, c'est un mot léger. Donc le pitch, c'est Éric et Quentin, alias les humoristes les moins drôles de l'histoire de l'humanité. Véritablement, ces mecs ne m'ont jamais décroché un sourire. Je les mets au niveau d'Anne Roumanoff. Donc les mecs les moins drôles du PAF décident de faire un film d'1h30 où ils racontent qu'ils ont fait un bad buzz et que du coup il faut le rattraper en faisant un good buzz. Waouh. Alors déjà une évidence, hein. C'est pas drôle, mais genre jamais. Ce film ne m'a jamais, ne serait-ce que décroché un sourire. Et pourtant, il y a des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui avaient réussi, eux, à me décrocher 1 ou 2 sourires. Là, zéro. C'est jamais drôle et c'est même parfois malaisant, hein, notamment quand on fait des blagues sur les migrants, sur les trisomiques. C'est vraiment pas drôle. C'est pas bien réalisé, hein, c'est pas bien photographié, ça a clairement une gueule de téléfilm, hein, on va pas se mentir. Je vois rien à sauver dans ce film. Mais pourtant il n'est pas numéro 1. Eh non, parce que le numéro 1, c'est À bras ouverts. J'ai dit que Bad Buzz était pas drôle, j'ai dit que Bad Buzz n'avait rien pour lui, mais À bras ouverts a quelque chose en plus. Non seulement il n'a rien pour lui, mais en plus, il est dangereux. Eh ouais. Pourtant, l'idée de base, en soi, de loin, et si on oublie le réalisateur et le titre original qui était « S'il vous plaît », l'idée de mettre une caricature de BHL face à ses contradictions et montrer que derrière l'homme de gauche, il y a un homme de droite,
c'était pas une idée inintéressante. J'essaye de trouver des trucs positifs à dire. J'essaye. Le truc, c'est que non seulement, bah, c'est jamais drôle, hein, y a aucune blague qui marche, et c'est même affligeant, et la salle riait. Je suis allé le voir en avant-première avec In the Panda. Je vous invite à voir sa critique, hein, parce qu'il parle de beaucoup de choses que j'ai pensé moi aussi devant le film. Des blagues comme quand il y a des Roms qui sonnent à sa porte. C'est des Roms? Quoi, c'est des Roms? Non, c'est des Roms, pas des CD-ROM. La salle riait. Non. Mais au-delà de ça, bah, l'image, le message, la manière dont tout ça est tourné, c'est... Il y a un gag notamment où je savais vraiment pas où me mettre. On s'est regardé avec Victor et on était en mode waouh quand même. C'est une scène où Christian Clavier rappelle à l'ordre Babic, je sais plus comment il s'appelle le personnage, Babic je crois, joué par Harry Habitant. Il le rappelle à l'ordre en lui disant à partir de maintenant vous arrêtez de voler, vous arrêtez de mendier. Et Babic de répondre bah on va faire quoi alors ? Non seulement À bras ouverts n'est pas drôle, non seulement il est réalisé comme un téléfilm TF1, non seulement la photographie est totalement moche, mais en plus, le film a un message très discutable. Donc, numéro 1. Fouh, bon, voilà, on a parlé des mauvais films, maintenant, un peu de détente, un peu de plaisir, un peu d'humour, un peu de rigolade. Parlons de bons films. Oh, des bons films. Numéro 10 des meilleurs films que j'ai pu voir cette année, j'ai mis Good Time. Good Time, j'y suis vraiment allé au pif en fait, je savais pas du tout de quoi allait parler ce film, tout ce que je savais c'est que c'était un film avec Robert Pattinson, et que Robert Pattinson, j'aime pas mal le tournant qu'a pris sa carrière depuis Twilight, qu'il décrit lui-même comme des bouses et qu'il faut bien en faire pour gagner sa vie. J'étais curieux de ce film, hein, disons-le, et bah j'ai été agréablement surpris. Cette ambiance nocturne, tout le film te passe de nuit, et cette ambiance voyage nocturne, en mode j'essaye de m'en sortir, etc. Je vais pas trop vous raconter de quoi parle le film, parce que moi-même, je l'ai découvert, encore une fois, j'en savais rien en y allant, et ça a fait partie de mon plaisir de visionnage, donc je vais pas trop vous en dire. Mais en gros, Robert Pattinson est dans la nuit en fuite, et va devoir s'en sortir à travers de multiples rencontres. Et c'est cool, c'est très cool. En fait, le film baigne dans une sorte d'ambiance qui m'a pas mal plu, en fait, inconsciemment. Quand je me rappelle du film, je sais pas pourquoi, j'imagine que c'est pas juste la typographie du logo, mais dans ma tête, entremêlé aux images de Good Time, il y a la musique d'Hotline Miami et des ambiances un peu vaporwave. Je sais pas pourquoi, parce que en soi le film est pas spécialement ni rétro, ni vaporwave, ni quoi que ce soit, mais il a cette ambiance nocturne néon, cette ambiance un peu perché, un peu... Et le film se suit avec délice, et Robert Pattinson est excellent. J'arriverai pas à mettre de mots plus précis sur ce qui me plaît dans Good Time, je suis désolé, mais clairement c'était un film qui m'a beaucoup plu, qui continue de me plaire et que j'ai hâte de revoir. Numéro 9, Love Hunters. Love Hunters, je vous en parlais déjà il y a quelques mois quand je sortais du festival Hallucination Collective, et mon avis n'a pas changé, c'est un putain de film. Love Hunters, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait kidnapper par un couple de violeurs-tueurs, etc. Et on se dit que c'est fichu pour elle, que c'est une simple histoire de film d'horreur, etc. Et non, parce qu'en fait, au-delà de l'histoire de la jeune fille, on raconte surtout l'histoire du couple, un homme et une femme, et la femme est très clairement soumise et abusée dans cette histoire. Et le film parle des deux femmes qui essayent de s'en sortir en fait, et c'est ultra prenant et c'est ultra immersif et on est ultra dedans du début à la fin. Il y a eu des bons films d'horreur que je suis allé voir cette année, il y a eu des bons films d'angoisse que j'ai vus cette année, des films comme Get Out, etc. Mais Love Hunters m'a vraiment profondément attrapé, secoué, et c'était clairement pour moi le meilleur film d'Hallucination Collective. Il y a certains films vus à Hallucination Collective que j'ai revus à la baisse depuis, soit en m'y remémorant, soit en les revoyant.
Mais Love Hunters fait partie de ces films que plus j'y pense et plus je me dis que franchement il était très très cool. Donc je vous encourage à le voir, d'autant plus qu'il est sorti il y a pas très longtemps en vidéo me semble-t-il. Donc jetez-vous dessus parce que c'est vraiment un pur délice. Numéro 8, Détroit. Détroit, le nouveau film de Catherine Bigelow. Catherine Bigelow? Catherine je crois. Attendez, j'ai le DVD de Strange Days sous les yeux, je vais vous dire ça tout de suite. Un film de... c'est pas marqué sur la boîte, eh ben bravo. Catherine Bigelow. Purée, ça met pas le nom du réalisateur sur la face avant, bravo. Donc Détroit, le nouveau film de Catherine Bigelow qui a fait d'excellents films comme Strange Days et Point Break, et des films un peu moins bien, enfin, qui m'ont un peu moins marqué mais qui restent très bien, comme Des Mineurs et Zero Dark Thirty. On m'avait dit beaucoup de bien de Détroit, donc c'était avec grand plaisir que je me suis jeté dans la salle, et jeter dans la salle est un bon mot. En fait, je me suis jeté dans la gueule du loup et je n'en suis sorti qu'après, je crois qu'il fait 2 heures, 2 heures et demie, haletante. Détroit, comme son nom l'indique, ça revient sur les événements de Détroit qui ont secoué les États-Unis pendant la période des émeutes et des revendications vis-à-vis du traitement particulier qu'avaient les flics de cette époque envers les personnes noires. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est vrai que le film m'a captivé, si j'ose dire. En fait, Catherine Bigelow, dans ce film, a un style très documentariste, très caméra à l'épaule, gros plan, etc. On suit vraiment les personnages de près, parfois même beaucoup trop, vraiment. Au début du film, je me suis dit, ah ouais, tout le film est en gros plan, en fait. Non, tout le film n'est pas en gros plan, mais les gros plans qui sont choisis dans ce film te permettent vraiment d'avoir beaucoup d'empathie pour le personnage. En fait, pendant tout le film, tu peux pas t'ôter de l'esprit que c'est tiré d'une histoire vraie. Et c'est terrible. Et le film ne te lâche jamais, surtout passé l'incident, je vais pas trop vous en dire, mais ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle. À partir de l'incident, tu te lâches plus le film. Il te prend et te secoue, et t'es vraiment coincé dans cette salle de cinéma, tout comme t'es coincé avec les personnages dans cet enfer, il y a pas d'autre mot. Pouf! C'est un film choquant, c'est un film secouant, c'est un film dont on sort sous le choc. C'est un peu bateau comme formulation, mais moi j'ai souvenir d'être sorti secoué du film. Donc, voyez Détroit. Numéro 7, Zombielennium. Après Good Time et son épopée nocturne, après Love Hunters et son ambiance oppressante, après Détroit qui te prend à la gorge, un peu de légèreté, ça nous fait du bien. Zombielennium, c'est mon petit coup de cœur perso. Il mérite probablement pas d'être aussi haut dans le top, mais quand je l'ai vu, j'ai vraiment été séduit en mode « Ah yes! Ah yes !» Et je suis ressorti avec le sourire. Zombielennium, c'est un film d'animation français d'Arthur de Pince, adapté de sa propre BD, qui raconte l'histoire d'un homme qui meurt et qui se retrouve employé d'un parc d'attractions qui n'emploie que des morts, qui sont parfois des squelettes, parfois des zombies, parfois des nanana, et donc c'est un parc d'attractions à thème horreur, comment dire, le cœur du parc balance entre les vrais zombies morts-vivants, etc., et les vampires qui brillent à la Twilight. Alors avant toute chose, je dois vous mettre en garde, le film a un rendu graphique assez particulier, on accroche ou pas. Moi j'ai accroché, mais je sais que certaines personnes vont pas accrocher. C'est un film de genre d'animation en France. Ouh, pas mal. Un combo assez intéressant. Vous vous souvenez qu'en 2016, j'avais parlé de Dofus en disant que ça m'avait beaucoup plu, même si les paresses d'écriture et certains raccourcis un peu faciles m'avaient gêné. Mais il y avait une vraie ambition au niveau de la réa. Et ben, j'ai ressenti cette même ambition dans Zombielennium. Il y a des scènes assez incroyables, les personnages sont très attachants, ce qui rend certaines scènes, bien qu'un peu téléphonées, très prenantes. J'aime beaucoup le méchant, notamment, interprété par Alexis Thomasian. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un point assez cool du film. Il n'y a pas de star au casting. En soi, c'est pas cool en soi, je veux dire, mais du coup, on a pas mal de comédiens de doublage que j'aime, notamment Alexis Thomasian et Emmanuel Curtil en rôle principal, ce qui m'a fait beaucoup plaisir. Il y a plein de personnages cool, il y a plein de répliques qui marchent bien, le film est drôle de manière générale, hein.
Et en termes de réa, il y a des scènes où je me dis waouh, cool. C'est vrai que c'est chouette. C'est vrai que parce que faut dire les choses telles qu'elles sont. L'autre film d'animation que j'ai vu cette année-là, c'était Le Grand Méchant Renard, et autant j'avais beaucoup aimé Ernest et Célestine, autant je me suis fait chier devant Le Grand Méchant Renard. Le Grand Méchant Renard qui était à mon sens beaucoup trop gamin. C'est ce qui m'a empêché d'accrocher vraiment au film, beaucoup trop gamin. Actuellement, j'ai qu'une envie, c'est de revoir Zombieillennium, parce que c'est un film qui m'a vraiment décroché plein de sourires. Je suis ressorti presque en sautillant. J'étais content à la fois de voir qu'un film comme ça en France était possible, la BO était cool, l'intrigue était cool, les personnages étaient très attachants et la mise en scène était assez vivifiante, donc vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Et il y a peu de films qui m'ont fait cet effet-là cette année. Il y a des films là qui vont arriver dans la suite du top, que j'ai trouvé formidable, etc. Mais que j'ai pas spécialement envie de revoir là tout de suite maintenant. Zombieillennium, là actuellement, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Parce qu'il fout la pêche. À l'inverse du numéro 6, 120 battements par minute. Bon, je vais pas vous mentir, j'avais très peur de 120 battements par minute. Un film sur des jeunes homosexuels malades du sida, primés à Cannes. J'avais un peu peur du cliché du film français chiant, typiquement le genre de film que je fuis. Et pas du tout. Du tout. C'est un film qui paradoxalement est très vivant, notamment dans ses 2 premiers tiers. On suit un petit peu les militants de Act Up, et c'est vrai que tous les personnages sont pleins de vie. Et c'est vrai que c'est quelque part assez contradictoire avec la maladie en soi, mais c'est justement la manière qu'ils ont de se battre contre cette maladie, aussi bien physiquement, idéologiquement que dans leur comportement, qui rend les choses assez chouettes, assez vivantes. Notamment le personnage de Nathan, hein, qui est toujours, j'allais dire, dans l'ironie et dans le combat, sans... Enfin voilà, sans. Et puis il y a le dernier tiers du film qui, lui, bascule un peu dans le pathos, mais sans jamais être relou, sans jamais être pesant. On est vraiment sur quelque chose de touchant. Aussi parce que le personnage nous a été montré vivant dans les 2 premiers tiers. Mais je vais pas rentrer plus dans les détails. Pour le coup, c'est un film que je vous invite plutôt à voir que à raconter en soi. Ouais, je vous invite plutôt à le voir. Numéro 5, Silence. Alors Silence, il a beaucoup divisé. Et pour tout vous dire, j'y suis allé avec ma chère et tendre, elle a détesté, j'ai adoré. Donc vraiment, il a divisé même au sein de mon couple. Silence, c'est le nouveau film de Martin Scorsese qui se passe dans le Japon de l'ère Edo, si je ne m'abuse. Une période où les chrétiens japonais sont persécutés pour leurs croyances, et 2 prêtres vont partir secourir leur maître qui est porté disparu et dont on n'a plus de nouvelles. Et je vous avoue que j'ai des souvenirs assez vagues du film, donc je vais pas non plus m'étaler pendant 150 ans, je l'ai pas revu depuis sa sortie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il m'a beaucoup plu. Vous savez, Silence fait partie de ces films dont on n'arrive pas trop à se souvenir, mais on se souvient de l'état d'esprit dans lequel on était, je vais y arriver, quand on l'a vu. Donc assez paradoxalement, il est numéro 5, je sais que je l'aime beaucoup, je sais qu'il est numéro 5, mais j'arriverai plus précisément à vous dire pourquoi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Qu'est-ce qui m'a plu dans Silence, au fond? Surtout, qu'est-ce qui a pu ne pas plaire à ma chère et tendre? Le film est long, le film est lent, les personnages ont des actions qui peuvent, je pense pour certains, sembler incohérentes. Moi, au contraire, j'ai beaucoup aimé... c'est un des trucs dont je me souviens, c'est le personnage de l'interprète. Je vais peut-être quand même raconter brièvement les personnages, parce que là, je pars un petit peu en couille. En gros, les 2 prêtres partent, et il y en a un qui est beaucoup plus confiant et fervent, je sais pas si c'est le mot le plus approprié, mais voilà, que son camarade. D'ailleurs, son camarade va jeter l'éponge, et lui va persévérer. Et ils sont accompagnés d'un japonais qui arrête pas de faire des péchés et de se repentir, et de faire des péchés et de se repentir. Et justement, en fait, je vois dans ce personnage une vision de la foi que j'ai souvent vue, de mes yeux vus, ayant suivi un parcours, on va dire, catholique, que j'ai abandonné très vite, mais voilà.
j'ai vu certaines manifestations comme celle-ci, et ça me plaît de l'avoir traité ainsi par Scorsese. C'est un des trucs qui me plaisait dans le film. Au-delà de ça, je me suis laissé emporter par le film, donc voilà, encore une fois, c'est paradoxalement, je pourrais pas vous dire précisément, je pourrais pas vous redire précisément qu'est-ce qui m'a plu dans le film, mais ce qui est sûr, c'est que le film m'a plu beaucoup, à tel point qu'il est 5e, que j'arrive à déterminer, même si je ne me rappelle plus qu'est-ce qui m'a plus plu par exemple que 120 battements par minute. C'est assez bizarre, et je pense que vous êtes très déçus de ce top, en mode « Ah, il nous dit quel film il a aimé, mais il arrive pas à nous dire pourquoi, c'est nul », faut dire qu'il est sorti en février, si mes souvenirs sont bons. Je vais le revoir. Je pense que je vais le revoir dès que ce top sera tourné. Non, peut-être pas dès que, mais je vais le revoir, clairement, dans les prochains jours. Numéro 4, La planète des singes, Suprématie. Oh yes, qu'est-ce que j'adore cette trilogie de La planète des singes. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2014, j'avais dit tout le bien que je pensais de La planète des singes, de l'affrontement, que je considérais véritablement, et que je considère encore, comme un des blockbusters les plus intelligents de ces dernières années. J'ai revu, avant d'aller voir Suprématie, La planète des singes, les origines, que j'ai encore plus aimé qu'à mon premier visionnage. César, notamment, est, je trouve, un personnage captivant. Il l'était dans le premier, il l'était dans le deuxième, il l'est aussi dans ce Suprématie. Donc La planète des singes Suprématie, c'est la suite de La planète des singes les origines et La planète des singes l'affrontement, qui racontait, c'est une sorte de reboot de La planète des singes, même si c'est pas aussi bête que ça, mais en gros, à la fin de La planète des singes l'affrontement, la guerre était déclarée, de manière plus ou moins officielle, entre les singes et les hommes, et La planète des singes Suprématie reprend quelques temps après ça, où le conflit est clair, armé, et où l'ombre des événements du 2 plane. Koba plane, il faut donner un nom à cette ombre, et cette ombre c'est l'ombre de Koba. Koba qui était donc le dissident de l'affrontement, et César est hanté par le choix qu'il a fait à ce moment-là. En parallèle, les singes sont en danger, les hommes reprennent un petit peu le contrôle de la situation, et César va devoir partir pour tenter d'arranger les choses. C'est un film qui est plein de choses, c'est un film qui brasse énormément de styles, c'est à la fois un western un peu vengeur, c'est à la fois un film d'évasion, La Grande Évasion évidemment, c'est un nom qui est revenu plusieurs fois. C'est aussi un film de guerre à la Apocalypse Now, pareil, Apocalypse Now et La Grande Évasion, quand j'ai lu des critiques du film, c'était les deux noms de films qui revenaient le plus, notamment avec, comment il s'appelle, Woody Harrelson, qui fait vraiment Colonel Kurtz bis. Mais je pense que le film est plus qu'un simple melting pot de ces deux films. Je me souviens avoir dit du 2 qu'il était assez incroyable parce que pendant tout le film on est happé par le conflit, mais on prend pas spécialement parti pour un camp ou pour l'autre. Là pour le coup on prend parti pour des personnalités plus que d'autres, clairement on va pas se mentir, mais le film n'est pas pour autant manichéen, clairement pas. Et tout le personnage de Woody Harrelson en est la parfaite incarnation. Quand on voit la bande-annonce, on est en droit de se dire « Oh là là, c'est le méchant humain du film, etc. » C'est bien plus malin que ça. La séance où je suis allé m'a pas mal marqué, parce qu'en fait, j'y suis allé en avant-première, j'avais trop envie de voir le film, je suis allé à l'avant-première, et j'avoue que j'ai toujours un peu peur des avant-premières, parce que je me dis que le public va être méchant, il va parler pendant le film, etc. Ce qui est bête, parce qu'en fait, quand tu vas à une avant-première, c'est que t'as très envie de voir le film, t'y vas pas juste parce que t'as rien d'autre à faire. Et clairement, j'ai été pris par le film comme le reste du public. On se taisait tous au même moment, on reprenait notre souffle au même moment, on était en communion totale devant le film qui est très réussi. Vraiment. Je pense que cette trilogie de La planète des singes marquera l'histoire du blockbuster parce que c'était clairement une trilogie intelligente. Je dis c'était parce que je pense que la trilogie, enfin cet arc-là est terminé. En plus, le film essaye, c'est un peu maladroit, mais le film essaye de se poser comme comme début de La planète des singes de 68. Encore une fois, c'est pas tout à fait ça quand même, mais voilà, c'est un petit peu en forme de clin d'œil qui essaie de faire ça. Et au-delà de tout ce que le film peut raconter, au-delà de son aspect politique et de l'intelligence de son propos et de sa manière de raconter les choses, ce film, évidemment, je vais pas balancer
des banalités, mais ce film est une prouesse technique. Ce film repousse les limites de ce qu'on croyait possible en termes de motion capture, en termes de performance capture, et Andy Serkis est fou dans ce film. Je pense que ce serait un geste très fort de donner l'Oscar du meilleur acteur à Serkis. Parce que il est fou en César. César porte la trilogie, évidemment, je veux dire, on regarde pas la trilogie de la planète des singes pour d'autres personnages que César. On regarde la trilogie de la planète des singes pour les différents personnages humains qui se succèdent à travers la trilogie, mais clairement, César, c'est la planète des singes. César, c'est le truc. Et Andy Serkis est juste dingue dans cette trilogie, et j'aimerais tellement qu'on reconnaisse le travail de Serkis comme acteur qui est fou, qui insuffle à César une puissance. César est puissant, César a un charisme fou, César a une présence, et c'est incroyable qu'on réussisse à donner une telle force à un personnage en motion capture. Aucun perso d'Avatar m'avait fait ça, clairement. Aucun personnage du Secret de la Licorne m'avait fait ça à ce point. Vraiment, La planète des singes, par tous ses aspects, est un film très important, je pense, dans l'histoire de l'industrie d'Hollywood, et j'espère qu'il sera reconnu à sa juste valeur. J'imagine qu'il va recevoir plein d'Oscars techniques, mais j'aimerais qu'on file un Oscar à Serkis. Et si c'est pas maintenant, il faut que ce soit pour un autre film en motion capture, en performance capture, parce que c'est assez fou. Donc si vous n'avez pas vu la trilogie de la planète des singes, voyez les deux premiers, revoyez les deux premiers même, parce que bon, c'est quand même des putains de films, hein. Et puis voyez le 3 qui conclut à merveille toute cette histoire. En numéro 3, j'ai mis Logan. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire qui n'a pas déjà été dit sur Logan? Logan, de base, m'intéressait pas plus que ça. D'abord, j'ai pas lu la BD originale, dont tout le monde pourtant ne me dit que du bien, Old Man Logan. Et en soi, c'est vrai que le concept de Logan vieux m'intéresse pas mal. Je pense que je vais lire la BD à l'occasion. Et d'autre part, les films consacrés à Wolverine, jusqu'à maintenant, ont toujours été médiocres, voire mauvais, voire très mauvais. Donc j'étais pas spécialement branché par le film, mais tout ce qu'il y a pu avoir autour du film, notamment le fait qu'il soit classé R, qu'il soit réputé plus sombre que le reste, m'a intrigué, titillé, et je suis allé le voir, et ouais, putain, ouais, de ouf. Je saurais pas vraiment mettre le doigt sur ce qui m'a particulièrement plu dans Logan. Clairement, la réa est chouette, la photo est chouette, le traitement des personnages est vachement bien, ce qui arrive à Patrick Stewart notamment, et aussi à Logan, évidemment. Logan, c'est le centre du film. Effectivement, cette violence assumée qui donne corps au film, qui donne corps à l'histoire, j'ai envie de dire, plus que n'importe quel autre film X-Men. Évidemment, je vais pas non plus faire la liste de tout ce qui le rend différent des autres films de super-héros, parce que sinon il y en a pour la journée, mais clairement il apporte un souffle d'air frais sur tout le genre de manière générale. Il a ce côté un peu western, il a ce côté un petit peu film noir, c'est... Encore une fois, je pourrais pas mettre le doigt sur ce qui m'a particulièrement plu. De base, j'aime beaucoup la franchise X-Men, c'est vrai que X-Men Apocalypse a été un peu l'erreur de parcours, mais sinon, je considère encore aujourd'hui que X-Men Days of Future Past est un des meilleurs films de super-héros de la décennie. Le meilleur peut-être même. Faudrait que j'y réfléchisse. Mais de tête là, je dirais que ouais, c'est X-Men Days of Future Past reste le meilleur film de super-héros de la décennie. Après voilà, la décennie est pas encore finie. Mais clairement, j'ai surkiffé Logan et je dois admettre que je m'y attendais vraiment pas. En numéro 2, Baby Driver. Je sais qu'il va être le numéro 1 de beaucoup de top, moi il est numéro 2, mais 2 c'est quand même beaucoup, hein. Baby Driver, pareil, beaucoup de choses ont déjà été dites, c'est le dernier film du surdoué Edgar Wright qui nous a gratifié de la trilogie Cornetto et de Scott Pilgrim vs. The World. Clairement, je savais, dès qu'on a commencé à m'en parler, que le film allait me plaire, parce que moi je suis un gros fan du montage cut, du montage basé sur la musique, de ce genre d'harmonie entre le montage et la musique. C'est quelque chose qui me fait ultra kiffer. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo dessus, mais clairement la rythmique du montage c'est quelque chose qui importe énormément pour moi. Et quand on m'a décrit le film, quand on m'a dit le cheminement de pensée, l'idée de réa de Edgar Wright, qui de base est déjà quelqu'un qui fait super attention à son montage, je savais que le film allait me plaire. Mais à ce point, je m'y attendais pas.
Le film est vraiment super cool, la réa est géniale, le montage, bon bah je vais pas faire une litanie sur le montage, mais voilà, les personnages sont attachants, l'écriture est parfois un peu con-con, mais on lui pardonne, parce que c'est vraiment rattrapé par la réa. Je me rends compte qu'en fait les films qui sont premiers du classement, c'est ceux sur lesquels j'ai moins à dire, parce que d'une part, beaucoup de choses ont déjà été dites et que j'ai peur de paraphraser, et ensuite parce que j'arrive pas vraiment à mettre des mots sur ce qui m'a particulièrement plu. Donc désolé, en fait, le 3, le 2, le 1, même très probablement vont passer assez vite parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un ressenti global, je sais qu'ils m'ont vraiment particulièrement plu, même si j'arrive pas à expliquer pourquoi. C'est aussi ce qui fait que je suis pas un vidéaste ciné pleinement accompli, parce que j'ai pas tous les outils pour mettre le doigt sur ce qui me plaît dans tel ou tel film. En tout cas, clairement, je vous encourage à voir Baby Driver si ce n'est pas déjà fait. Je dirais pas que c'est le film le plus réussi d'Edgar Wright, pour moi ça reste, je pense, Hot Fuzz et Shaun of the Dead côte à côte. Mais c'est vraiment un super bon film, un film qui dégouline de cool, un film dont la musicalité est selon moi beaucoup plus réussie que n'importe quel autre film à la Gardien de la Galaxie, là. Voyez Baby Driver. En plus, Baby Driver a le mérite de ne pas tomber dans le piège du film Jukebox, qui était clairement le piège dans lequel est tombé les Gardiens de la Galaxie, et dans lequel tombe parfois Tarantino. Et Baby Driver évite cet écart, chaque musique est choisie avec soin et valorisée par le montage, enfin bref, encore une fois je risque de paraphraser, donc voyez Baby Driver. Et enfin, le numéro 1. C'est terrible parce que tout au long de l'année sont sortis plein de films réussis, plein de films ratés aussi, mais plein de films réussis, plein de films qui rivalisaient d'originalité, de talent, de maîtrise, qui tous pouvaient prétendre au titre de meilleur film de l'année, de film préféré de l'année. Et pourtant c'est con parce que le meilleur film de 2017 est sorti en première semaine. Et ouais, le meilleur film de 2017 pour moi, c'est Quelques minutes après minuit. Qui ça étonne? Qui ça étonne? Quelques minutes après minuit est donc le nouveau film de Juan Antonio Bayona, qui avait réalisé le sympathique The Impossible, que j'ai vu et dont je suis sorti un petit peu en mode ouais c'est vrai que c'était cool, et en fait comme d'autres films, hein, plus t'y repenses, plus tu te dis ouais c'était vraiment cool. Quelques minutes après minuit, c'est l'histoire d'un gamin qui vit une situation pas facile en ce moment, sa mère est malade, il emménage chez sa grand-mère qui est une totale bitch, et un soir, quelques minutes après minuit, voilà le titre du film, un monstre apparaît. Un monstre lui apparaît, et ce monstre lui dit je vais te raconter 3 histoires, et ensuite ce sera à toi de me raconter ton histoire. C'est adapté d'un bouquin que j'ai pas lu, je l'admets, mais très sincèrement, quel que soit le propos du bouquin, je suis sûr qu'il le met pas aussi bien en scène que le film. Juan Antonio Bayona, je trouve, synthétise dans ce film tout ce qui peut me plaire chez Spielberg, chez Del Toro, chez tout un tas de réals que j'adore. C'est onirique, c'est visuellement somptueux, il y a énormément d'idées de mise en scène en termes d'imagerie numérique, c'est fou, l'ambiance, la photo, tout ce qui peut être raconté dans le film, la manière de le raconter, les personnages, les acteurs sont ouf, notamment le gamin que je trouve incroyable, il y a une force dans la mise en scène, le propos du film aussi est fou, et l'émotion et l'empathie qu'on a pour les personnages, tout ça forme un tout. J'ai jamais... Un film qui me transporte à ce point, il en sort pas souvent. Clairement. Depuis que je l'ai acheté, j'ai pas encore eu le temps de le revoir, ce qui me rend malade, parce que quand je suis sorti de ce film, j'étais chamboulé, quoi. Ce film est fort, ce film est beau, ce film est puissant, ce film est... Ce film me met dans des états. Il y a beaucoup de choses que j'aime au cinéma que je retrouve dans Quelques minutes après minuit. Il y a de la poésie visuelle, mais aussi, philosophique, c'est un mot un peu guindé, mais voilà, il y a un propos, il y a une poésie, il y a une mise en scène, clairement, et il y a de l'émotion, évidemment. Moi, j'aime quand un film me prend au trip, j'aime quand un film arrive à me faire ressentir des émotions. Et évidemment, quand un film est tire-larme et bêta, je m'en rends généralement compte, et même ça n'arrive pas à m'émouvoir, justement quand c'est trop tire-larme. Par exemple, des potes m'ont exprimé leur étonnement de manière face-palmique quand je leur ai expliqué que j'ai rien ressenti devant la ligne verte. Oh,
oh mon Dieu, le film devant lequel tout le monde pleure. Bah ouais, mais justement, c'était trop tire-larme à mon goût et ça a pas réussi à me transporter. Quelques minutes après minuit m'a tellement empoigné. Le film est beau, le film est touchant, le film est puissant, le film est le film de 2017. Pour moi en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette grosse vidéo cinéma, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter aussi pour me dire quels sont vos films, qu'est-ce que vous avez ressenti devant tel ou tel film. Si vous voulez aussi me donner des conseils sur comment mieux m'exprimer quand j'ai bien aimé un film, parce que je me rends compte quand même que j'ai pas dit grand chose sur Logan et Baby Driver notamment. Et Silence, j'ai quasiment rien dit sur Silence. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour reparler cinéma. Et puis je vous souhaite une année 2018 tout aussi épanouissante, cinématographiquement parlant. J'ai un peu bredouillé, c'est pas terrible comme fin de vidéo, mais c'est tout ce que j'ai à vous offrir. Allez, salut!